Allez. Je vais passer la parole à Marc Verstein qui va interroger notre invité ce soir. Pour les annonces de service importantes. On va avoir 20 ans, pas moi évidemment, DBF. C'était pardon. C'était en juin. Pardon. C'était au mois de juin. C'était au mois de juin, en 1994, qu'on s'était réunis à Redwood City pour la première fois. Nous allons en profiter pour avoir une grande célébration. La bonne nouvelle en plus, c'est que pour les 20 ans, ça sera $20, qu'on fera une réception très spéciale, qu'on fera venir également tous les intervenants que nous avons eus par le passé pour cette occasion-là. Donc j'espère que le Sofitel nous donnera une salle un peu plus dimensionnée pour l'événement. Mais voilà le plan. Donc si vous pouvez marquer vos tablettes pour le 2 juin. Autre chose, inscrivez-vous s'il vous plaît. On a un système qui fonctionne correctement pour s'inscrire, avoir vos noms sur les badges. Donc inscrivez-vous. Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore vu le site de DBF, c'est tout simplement www.lesitedbf.com. Vous pouvez vous inscrire et vous arriverez ici, tout sera déjà réglé. Après le 2 juin, nous aurons donc notre réunion du mois de juillet. Et pour ceux d'entre vous qui viennent ici pour la première fois, au mois d'août, notre passeport français ressort et nous faisons un petit break. Voilà. Donc merci à tous pour votre présence. Revenez nombreux, notez donc le 2 juin. Dernière chose, pour ceux qui se sont garés dans le parking, vous pouvez valider votre carte de parking à la petite machine qui est là. Donc ceux qui ont oublié, là la machine qui est sur le comptoir, Thomas, là. Voilà. Donc merci à tous, bonne soirée. À Marc. Merci François. Ce soir, nous accueillons quelqu'un que j'aime beaucoup, Marc Rougier. J'aime beaucoup parce que il y a déjà un prénom quand même assez fantastique, je peux le reconnaître, c'est assez facile. Et vous allez découvrir, enfin ça sera à vous que vous débrouillez pour, parce que vous ne connaissez pas forcément, mais on a pas mal de points communs, et on a pas mal de points pas communs du tout. Premier point, il boit du blanc, il boit du rouge. C'est quand même une différence assez majeure. Donc Marc, merci d'être parmi nous ce soir. Je ne vais pas demander si tu es né, parce que ça je pense que la réponse est oui, mais où? On fait comment là? Il faut que je parte très fort. Non, t'as un micro, mais tu rigoles quoi. Bonsoir tout le monde. Et c'est un micro qui marche en plus. Cool. Je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Salut Nico. Je suis né dans une ville qui fait rêver un peu tout le monde, c'est un peu le rêve de tout le monde d'aller là-bas, ça s'appelle Villemomble. Ah, vous voyez? J'ai des souvenirs. Villemomble dans le 9 cube. Ouais. Voilà, en haut à droite, dans la banlieue parisienne. J'ai des souvenirs d'entraînement de boxe taille dans les parkings. Ouais. Moi, à la boxe taille, je jouais et je faisais le ballon. Voilà. Je vous le déconseille. Donc, le Villemomble, rayon de petite ville de la banlieue parisienne. C'était sympa. Oui, j'ai adoré, j'en ai relativement peu de souvenirs parce que mes parents sont arrivés là aussi un peu par hasard. L'histoire, c'est qu'ils ont eu ma sœur à 19 ans, et moi ils m'ont eu à 20 ans, ils se sont fait virer de chez eux, ils se sont retrouvés dans une chambre de bonne dans le 93, et ils n'ont pas trouvé ça très sexy non plus, et donc à la première occasion, ils se sont cassés aussi. Ils sont partis où? Ils sont partis à Toulon. Mieux, hein, déjà, on est le mieux. climat est plus sympathique. Toulon, je pense, c'est honnêtement la ville la plus obscène du monde. Non, sérieux. Et en fait, c'est l'endroit parfait, c'est un écrin somptueux, la Méditerranée, les falaises, le maquis, les pinèdes, la mer, et puis ils ont fait une espèce d'urbanisme sauvage, débile, là, dans cette ville-là, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Et ils ont de la chance, enfin c'était bien tout le monde. Jouer à la boxe taille dans les parkings toulonnais, c'est mieux. Oui, c'est bien aussi, J'ai pas fait ça. Donc Toulon, tu y es resté combien de temps? Toulon, je suis resté jusqu'à 18 ans, jusqu'à ce que... Non, 20 ans, jusqu'à ce que je sois parti... Ouais. Donc le collège, le lycée... Le collège, le lycée, maths sup. Bonne élève. Lamentable.
Ah oui, Matsu qui prend les plus mauvais de la classe. Non, non, Je me non. souviens bien comment c'était fait. Coup de bol incroyable. Bien sûr, absolument. Non, sans déconner. Il s'était gouré, il voulait piquer l'autre gars sur la liste, ça s'est passé comment? J'étais amoureux de ma prof de maths. Certes. Oui, mais ça suffit pas. Alors ça, dans mon expérience, ça suffit absolument pas. Il faut qu'elle soit amoureuse de toi pour que ça marche. Bah, écoute, si c'était le cas, je la rappellerais bien maintenant, là, parce que vraiment, c'est une... c'est pas le sujet. Non, j'ai eu le bac par hasard. J'ai eu juste le nombre de points qu'il fallait pour avoir 10 de moyenne. Je suis parti en vacances sur le pouce en Allemagne avec des potes. Et je m'étais inscrit pour une fac de je ne sais quoi, quelque part à Toulon, parce qu'ils étaient très bons en escalade et en planche à voile à la fac là-bas. Et moi, je pratiquais les deux, donc ça me plaisait bien. Et puis un jour, j'appelle mes parents, une cabine fixe, téléphonique, pour leur dire que j'étais toujours vivant. Et ils me disent, il y a un problème, il faut que tu rentres de vacances, là, parce que tu vas en maths sup. Et en fait, ma prof de maths m'avait inscrit pendant que j'étais en vacances. Et ils t'ont pris parce que ta prof de maths t'avait inscrit. Bah, elle devait connaître des gens, ou peut-être qu'il y a d'autres gens qui étaient amoureux d'elle dedans, je sais pas. Et donc, pendant la maths sup, Voilà. parce que c'est pas du tout compétitif maths sup pour ceux qui l'ont fait, hein. C'est pas du tout, c'est très calme en fait, il fait rien quasiment. Bah, je Donc pense à la qu'en- fin, vers Noël, ils t'ont jeté. Non, en escalade, j'étais un des meilleurs en maths sup. Oui. Et donc, j'ai réussi à ramper jusqu'à maths P. Où là, à maths P, vraiment j'aimais ça, donc j'en ai fait une deuxième. Oui. Jury enthousiasmé, désire d'en voir l'année prochaine. Voilà, parce qu'en fait, j'ai rien eu après la première. Et à partir de là, je suis devenu extrêmement ambitieux. J'ai eu un plan d'attaque très secret et focus. C'est que je voulais rentrer dans une école qui s'appelle Météo à Toulouse. Ça vous dit quelque chose? Absolument. Donc c'est une école qui a deux avantages énormes. Outre le fait que la météo, bien évidemment, c'est ma passion. La première, c'est que c'est à Toulouse, et à Toulouse, il y avait des falaises d'escalade pas trop loin. Donc c'était sympa. Et la deuxième, c'est que c'était une école de fonctionnaires où on était payé, donc ça correspondait bien à mon niveau d'ambition de pouvoir faire de l'escalade en étant payé. Non, sans déconner, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de grimpeurs professionnels. Hein, j'aurais pu... Il y a un mur d'escalade à Polytechnique. Je signale. Ouais, t'as vu le climat? C'est vrai, c'est pas les eaux. Et puis je supporte pas le chapeau à trois cordes. Hein. Et donc j'ai préparé rien, parce que je pensais que j'aurais météo, et puis j'ai eu un coup de bol qui a changé ma vie en fait. À Pâques de la deuxième année de SP, j'ai eu un accident de moto assez violent qui m'a pas mal cassé et qui m'a apporté deux choses. D'abord, je me suis retrouvé au lit avec des tuyaux et du métal un peu partout et je savais pas quoi faire, donc j'ai commencé à bosser. Et donc j'ai préparé les concours. Et la deuxième chose, j'ai gagné le procès contre la personne qui m'a rentré dedans, parce que c'est pas rentrer dans les gens quand même. Et grâce à l'argent, j'ai pu me payer mon premier billet d'avion et découvrir le voyage, qui est devenu ensuite après le fil conducteur de ce qui s'est passé derrière. Et donc j'ai eu deux écoles. Voilà, j'ai eu météo. Bah alors, quand même, parfait. Et puis, comme on m'avait dit de m'entraîner en météo, j'avais passé une autre école qui s'appelait l'Institut National des Télécoms, à Évry, qui s'appelle maintenant Subtélécom Paris Sud, un truc du genre. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, j'étais certain de le rater, c'était pour m'échauffer. Ils m'ont pris avant-dernier de ceux qui sont rentrés dedans. Et là, j'ai eu une première faiblesse par rapport à ma carrière, c'est que je voulais vraiment aller faire de l'escalade à Toulouse et j'ai pas réussi à dire non à... Parce que Évry, bon, oui, ça déconne, Évry, ça fait un peu rêver tout le monde quand même aussi. Par rapport à Villemont, c'est une promotion. Voilà, et donc je me suis retrouvé à Évry et je suis devenu ingénieur télécom à Évry, sans savoir ce que c'était que les télécoms, sauf que c'était quand même la grande époque. Ouais, quand même, il y a des gens qui ont peut-être connu ici, mais... C'était vers quelle année à peu près? Je suis rentré en 85, donc c'est la grande année du Minitel, donc l'Internet était français à l'époque. On pouvait être fier de l'Internet français. J'étais fier de l'Internet français, mais bon, bref, je voulais voyager, et là j'ai récupéré le chèque du procès, et j'ai réussi à décrocher une bourse pour aller faire des études au Canada après mon diplôme d'ingénieur, et donc je suis allé ensuite à McGill University à Montréal. 3 ans à l'INT, parce que si ma mémoire est bonne, c'est 3 ans à l'INT, voilà. Et ensuite McGill pour faire un doctorat. Pour faire un doctorat en intelligence artificielle, en Montréal télécommunications. pour le climat aussi, je pense. Montréal, c'est super sexy, sérieux. C'est très coloré, c'est agréable, j'adore cette ville. C'est un climat de merde, mais 2-3 semaines par an, c'est sympa. Et voilà, donc je me suis retrouvé à McGill. McGill, super université, que je vous conseille, où j'ai par ailleurs la chance d'avoir ma fille en ce moment. Et donc c'était super bien. J'ai commencé, donc moi j'avais décidé de faire des choses à l'école. C'est une philosophie dans la vie en fait, c'est de ne pas passer 2 fois sur les mêmes pas. Ce qui m'interdit de faire les choses bien d'ailleurs, parce que la première fois on les fait pas très bien, et ça m'ennuie de passer 2 fois. Donc j'avais appris ni l'anglais ni l'informatique au lycée avant, parce que j'étais sûr que je tomberais dedans plus tard et que je voulais pas le faire 2 fois. Donc je me suis retrouvé à McGill
qui est une université anglophone. Et on faisait de l'informatique en intelligence artificielle, le truc de base, quoi, par lequel il faut commencer quand on fait de l'informatique. Et donc j'ai rien pité. C'était juste, j'ai rien compris du tout. Mais rien. Par contre, il m'est arrivé un truc structurant. Le deuxième coup de bol de ma vie, c'est que j'ai rencontré là-bas une espèce d'être humain ou peut-être martien qui n'existait pas chez nous, c'était les entrepreneurs. Donc moi, en venant du 9-3 et en ayant passé ma jeunesse dans les parkings à Toulon, la notion d'entrepreneur, c'est pas un truc qui m'était totalement familier. Pour moi, pour être entrepreneur, il fallait être malade mental ou fils d'entrepreneur. Et donc j'étais malade mental. Parce que quand j'ai vu ce mec-là, c'était une histoire fabuleuse. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est quand même rigolosa. Le mec, c'était un Marocain qui a débarqué au Canada, donc il y a déjà le choc culturel, le choc thermique, je t'en parle pas. Pas de diplôme, pas de réseau, rien du tout. Il cherche un boulot, il trouve un boulot fabuleux qui est vendeur de télécopieuses couleurs en porte-à-porte. Donc le boulot dont vous rêvez tous ici. Mais il était vachement bon, il vendait des photocopieuses couleurs à tous ceux qui le croisaient, y compris ceux qui n'en avaient pas besoin. À un moment donné, il croise comme ça une start-up qu'on n'appelait pas encore start-up à l'époque, dans un vieux garage, 4 mecs qui bricolaient des automates programmables avec leur fer à souder, qui se payaient même pas, qui mangeaient des pâtes chez leur mère encore, et ils leur passent la plus grosse photocopieuse couleur, donc les mecs sont super impressionnés. Et eux, ils n'arrivaient pas à vendre leur petit cousin qu'ils fabriquaient, ils arrivaient à fabriquer, mais ils n'arrivaient pas à le vendre. C'est souvent le cas des ingénieurs qui ne sont pas dans le marketing. Et donc ils ont appelé le mec et dit, tu peux pas nous vendre nos trucs? Et lui, il en a pris quelques-uns, il est sorti, l'après-midi, il avait vendu tout le stock, le lendemain, il en a revendu plein, etc. Mais il ne pouvait pas le payer, parce que le hard, il faut payer d'abord, et t'as pas le cash, bref, il ne pouvait pas le payer. Donc un jour, le mec, il a dit, bah écoutez, c'est bon ça. Il dit, non, il faut que tu restes. Bon, ok, je reste, mais si vous me donnez 51% de la boîte, c'est la présidence. Ah, mais non, mais ça va pas. Bon, d'accord, je m'en vais. Ouais, bah d'accord, alors. Il est venu... Voilà, la négo a duré 35 secondes, il est devenu CEO de boîte, et il me raconte ça, et moi j'étais à peu près dans le même état. Le choc culturel était moins fort en venant du 9 cubes, c'est pas pareil que le Maroc, mais c'était à peu près la même configuration, quoi. Je savais rien faire, j'ai un petit peu de bagou et des débrouilles, mais je savais pas faire grand chose, et j'ai trouvé que sa vie était largement plus passionnante que celle des gens qui codaient l'intelligence artificielle à McGill. Et donc j'ai démissionné de ma bourse, j'ai perdu le chèque, j'ai perdu le visa, je me suis retrouvé illégal au Canada. Et j'ai monté ma première boîte là-bas, sur un coup de bluff. Je suis allé le voir, je dis tes petits autoprogrammes de merde, là, tu peux pas les vendre cher, tu vas en vendre des gros. Parce que là, il y avait 6 entrées, 6 sorties, c'était rien, quoi. Il me dit, ouais, mais si j'en fais des gros, je vais être en frontal contre les gros américains, là, les Honeywell, etc. Je lui dis, t'as qu'à les mettre en réseau et prétendre que c'est un gros, faire un automate virtuel, illimité, à base de petits comme ça. C'est 88 l'histoire, hein, c'est pas mal. Et là, il me regarde, il me dit, c'est un vrai entrepreneur, tu regardes, tu sais faire ça, toi? Ouais. Je viens de France, on a inventé le Minitel, tu me demandes si je sais faire ça? Et ce con, il m'a cru. C'était un bon vendeur, mais on pouvait aussi lui vendre des trucs. Voilà, et donc j'ai quitté le meeting, et avec ce qui me restait de sous, j'ai acheté un PC, et j'ai appris à programmer. Un truc qui s'appelait Turbo C. Ça dit à des gens, c'est pas Turbo Pascal, juste le coup d'après. Oh oui. Voilà, bien sûr. Et Donc, donc, du C déjà, c'est bien. voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris l'informatique, et j'ai vécu 2 ans et demi sur cette boîte qui a comme lettre de noblesse d'avoir fait plus de bénéfices que General Motors, qui perdait beaucoup d'argent, c'est pas que je pouvais pas en perdre autant. D'accord. Okay. Voilà. Et donc ça c'était ma première boîte, et après j'ai voulu revoyager, et je lui ai vendu donc ma boîte. Et comme je ne connaissais rien du tout en capital ou en quoi que ce soit, je lui ai vendu, en calculant le nombre d'heures que j'avais passé, multiplié par le tarif horaire d'un ingénieur débutant, ce que j'étais, je trouvais ça honnête. Ouais. C'est plus comme ça que je fais. Ah bon? Et voilà, et donc je me suis retrouvé ensuite ayant une première expérience d'entrepreneur qui m'a bien plu. En passant, je vous passe les détails, mais j'étais viré du Canada parce que je n'avais pas le visa, je suis rentré par une autre frontière, je fais la queue avec les Haïtiens la nuit là, pour récupérer un visa dans les trucs qu'on fait, quoi. Enfin, que certaines personnes font. Et puis donc, voilà, au bout de 2 ans et demi, je suis rentré en France parce que je voulais voyager, et dans les pays chauds. Voilà, quand même, 3 hivers là-bas, ça va. Et là, j'ai rejoint une boîte qui s'appelait Thomson, qui s'appelle Thales maintenant, dans un domaine qui s'appelle le contrôle de trafic aérien. Voilà. Quel pays chaud? Alors, j'ai vécu grâce à eux 5 ans en Australie, et j'étais responsable Asie-Pacifique. D'accord. Alors ça se dit pas comme ça quand on vient du 9 cubes, mais j'ai travaillé, je dis bien travaillé, hein, le mot est important, à Tahiti, à Fidji, à Hawaï,
l'île Maurice. Bien sûr. Voilà. Non, il faut que quelqu'un le fasse. C'est le job. Non, sérieux. J'avais des camarades de promo moi, qui faisaient des ramassages de zooplancton à Papeete, à Haïti, à la Havane. Il faut que quelqu'un fasse. On a besoin de connaître la concentration en zooplancton dans toutes les eaux. Justement, c'est une question qui m'avait été posée, là, on n'était pas sûr. C'est des bonnes vocations, ça. Voilà, donc moi j'ouvrais des voies aériennes en utilisant une technologie qui était nouvelle à l'époque, qui s'appelait le GPS. Donc on commençait à mettre des GPS dans des avions, ça coûtait des millions, c'était gros comme une armoire, puis vous m'auriez dit à l'époque, qui n'est pas si ancienne, qu'un jour il y en aurait une dans mon téléphone, j'aurais rayonné en grand visionnaire que j'étais. Mais grâce au GPS, on a ouvert des routes aériennes différentes, puisque normalement le contrôle d'avion, ça se fait par des radars ou par la radio. Le GPS, c'est plus précis que la radio, ça va beaucoup plus loin que les radars. Donc ça permet d'optimiser les routes, donc de gagner de l'énergie, de passer dans des endroits rigolos, comme par exemple faire un Los Angeles-Sydney optimisé, ou voir les routes transpolaires. Et donc moi j'ai même travaillé sur les routes transsibériennes qui traversent la Mongolie, donc j'ai eu la chance de travailler avec tous ces pays-là, y compris la Mongolie. Quand je suis arrivé en Mongolie, Air Mongolie, qui sortait juste de l'ère soviétique, c'était 3 avions, dont 2 biplans en bois. Et nous on arrivait avec le GPS. Vous voyez doucement sur le rétrofit. Donc justement, c'est qui le client dans ce cas-là? Alors, en général, l'espace aérien appartient aux États. Donc on deal avec des gouvernements. J'ai dealé avec plein de gouvernements en Asie. Les plus croustillants, c'était les Chinois à l'époque. Ils sont toujours croustillants aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient méga croustillants. Et puis tous les gouvernements d'Asie du Sud-Est, et puis d'Asie centrale et du Pacifique. Ensuite, certains gouvernements délèguent les droits, donc privatisent la gestion. Donc pas l'espace lui-même, qui est un actif qui est national, mais la gestion, de même qu'il y a des États qui délèguent la gestion des prisons, ou des hôpitaux, ou des routes. Ça se fait également dans le monde du trafic aérien. Les premiers à faire ça, c'était l'Australie, c'était là-bas que j'étais, donc j'ai travaillé avec à la fois des gouvernements et des entités privées qui avaient délégation de gestion de ces espaces-là. C'est un enjeu stratégique assez rigolo, parce que quand un avion passe dans un espace, il paye une taxe. C'est un bon modèle, ça. Si tu possèdes un espace. Ce qui est intéressant, quand tu es une petite île, quand tu as un petit caillou au milieu du Pacifique, en général, tu possèdes un grand espace. Et ça fait chier les gens de te contourner, donc il y a un enjeu. Et il paye. Voilà, ce qui arrive, donc à travailler avec l'équipe de rugby officielle. Pourquoi je vous parle de rugby? Comme ça. Parce que on parlait d'îles. je travaillais à Fidji, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud. Ils en font un peu là-bas, il faut. Et ouais, la boxe taille, ça suffit pas. Là. Ça suffit pas. Donc ça, c'est dans les années 90. Ouais, c'est ça, j'ai commencé en 90 à Et la 2000. vie dans une grande entreprise, ça t'a complètement enthousiasmé, je pense. Ça a changé ta vie. C'est un peu mon rêve en fait. Là, je sais pas s'il y a quelqu'un dans une grande entreprise qui n'aura pas un boulot pour moi, parce que ça me manque vachement. Je travaille dans une relativement grande entreprise, en fait. Pardon. Apple. Non, alors en fait, j'avais un coup de bol extraordinaire, c'est que quand j'ai rejoint Thomson, ils m'ont envoyé en Australie. Et mon chef le plus proche était à 20 000 km. Donc ça va. Là, c'est supportable. Voilà. Non, les grandes boîtes, j'adore. Moi, j'ai travaillé là dans cette boîte-là, puis un peu plus tard chez IBM, mais il y a un pouvoir qui est séduisant. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ose envisager, ce qu'on ose adresser, c'est super séduisant par rapport à ce que je fais dans mes startups. Mais avoir plus une demi-couche hiérarchique, ça commence à être lourd pour moi. Ça, je gère. On peut s'en foutre. Bon, bref. Donc, tu as continué ta carrière dans cette entreprise qui te fascinait? Voilà, donc ça s'est super bien passé. Je rêvais de voyager, ils m'ont envoyé dans tous les pays qui faisaient partie de mes fantasmes, au moins au même titre que le 93. Mais t'es parti quand même au bout d'un moment. Et voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 choses. D'abord, j'ai eu pas mal de succès, mes projets marchaient bien, jusqu'à ce qu'ils m'envoient d'un endroit à l'autre, Singapour, Afrique du Sud, Washington. Et à Washington, on devait ouvrir le marché nord-américain à la Thales. Donc, comme l'espace appartient à l'État, vous imaginez bien que c'est hyper politisé. Et c'est des deals qui se passent à... Voilà. Enfin, qui se passent partout avec des trucs qu'on ne dit pas, mais oui, ici aussi. Et c'était vraiment très très dur, et on n'est pas rentré dedans. Voilà. Donc moi, j'ai travaillé à Washington pendant 8 mois avec les gens de Capitol Hill. Et c'était très excitant, mais en fait, c'était pas moi. C'est beaucoup trop dur psychologiquement, politiquement. C'est des valeurs ou des données qui n'étaient pas les miennes. Donc j'ai échoué. Tous les autres projets en Asie ont marché, en Afrique aussi, mais aux US ça n'a pas marché. Et je me suis dit que c'est peut-être le temps de se reposer des questions.
Et parmi les questions que je me posais, je me disais pourquoi les autres projets ont marché. Il n'y avait pas de chef et ça marchait. Et souvent parce que je faisais des trucs qui n'étaient pas dans les livres. Voilà, quand je ne sais pas quoi faire, j'ai une idée, et quand je n'ai pas d'idée, j'attends qu'on me dise de faire quelque chose et je fais le contraire. C'est une source d'idée. Et ça marchait bien, donc je voulais voir. J'avais 36 ans quand j'ai lancé ma deuxième boîte, et donc là j'ai tout laissé tomber et j'ai mis l'intégralité des sous que j'avais dans une boîte. Voilà, à l'époque j'avais une femme, des gosses, on est tous partis sans rien, on est parti à zéro sur une start-up qui voulait tout simplement résoudre un problème d'informatique qui existait depuis 20 ans, qui n'avait jamais été résolu, donc c'était pas exactement gagné d'avance. Et c'était quoi le problème? Alors ça s'appelle la virtualisation d'applications. Oui. Donc je sais qu'il doit y avoir des gens parmi vous qui comprennent ces mots-là. En gros, ça consiste à détacher une application de l'instance physique sur laquelle elle vit pour pouvoir la trimballer à gauche à droite, la protéger contre les pannes, la protéger contre les montées en charge, etc. C'est un problème qui commençait à être adressé par une boîte bien connue qui s'appelle VMware. Donc l'histoire de VMware, que vous connaissez sans doute, est assez amusante parce que c'est commencé sur un petit logiciel gratuit qui était utilisé par les geeks pour pouvoir jouer des jeux Microsoft sur leur boîte Linux. Et puis finalement, ça a fini, après pas mal de rebondissements, de se faire acheter par EMC, puis maintenant c'est valorisé plus que EMC, donc il y avait vraiment un vrai truc à faire là-dedans. Et donc nous, on a tenté de faire ça sur Linux. On a fait un concurrent de VMware qui n'a pas marché aussi bien que VMware, qui a été super rock'n'roll avec des hauts et des bas et des plantages divers et variés, mais c'est une histoire qui est bien finie. On a pivoté la boîte plusieurs fois, quoi, comme il faut. Et puis on a fini par faire un produit qui a intéressé pas mal les distributeurs, donc HP, on avait des accords avec HP et Sun Microsystems. On était dans le code source de ce microsystème, on avait HP comme distributeur monde. Et puis un jour, on a négocié un contrat de distribution avec IBM, ils ont trouvé ça stratégique et ils ont racheté la boîte. D'accord. Donc c'était quoi votre différenciateur par rapport à VMware? Alors, nous, on connaît un petit peu VMware dans la maison, parce qu'un des gentils organisateurs de DBF est Reza Malekzadeh, qui était le... Oui, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui a monté au début tout seul le marketing de VMware. Il était stagiaire, il ne savait pas qu'on ne pouvait pas, quand on est stagiaire, créer le marketing d'une grosse boîte. Donc comme il ne savait pas, il l'a fait. Et ça a assez bien marché. Et lui, au début, il n'a pas ciblé les jeux, il a ciblé les gens du QA, du testing. Et je me souviens que ma boîte, à l'époque, avait été un gros utilisateur de ça, parce qu'on distribuait un logiciel sur une dizaine de versions de Windows, avec les patchs, les machins, enfin tous les trucs que vous avez dit. Ça voulait dire avoir 10 ordinateurs différents avec la configuration toujours la même. Et VMware, ça permettait de dire, voilà, je crée une machine virtuelle avec cette version de Windows, cette configuration-là, je la sauve, je peux la réinstaller quand j'en ai besoin, réinstaller le logiciel, faire les tests et tout. Tout ça sur la même machine. C'était assez super. On t'explique ça très bien, moi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas vraiment compris grand-chose de ce qu'on a fait, pour l'instant. Ouais, quand même. Alors, de haut niveau, une machine virtuelle à la VMware, c'est fait pour faire de l'administration système. C'est-à-dire que tu poses ton application dans un espace où tu vas allouer des ressources. Et ces ressources-là, par rapport voilà, elles sont protégées, etc. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, ça s'appelle des containers. Un truc qui est redevenu à la mode depuis peu grâce avec à Docker. Ouais. Qui Je connais un peu Docker. Boîte absolument fabuleuse, avec des gens brillantissimes dedans. Et quand je les vois, ça me fait ultra plaisir et ça remue un tout petit peu de nostalgie. Parce que, en fait, voilà, c'est l'idée du container, c'est de faire de la gestion beaucoup plus fine des ressources. Et aussi, nous, on pouvait bouger des applications, donc la déplacer d'un serveur A à un serveur B, pendant qu'elle tourne. Donc c'était assez rock'n'roll. Ça, on ne sait pas faire avec Docker, en fait. Non, voilà. Donc nous, on a fait ça, et ça a été acheté par IBM, et maintenant, c'est dans le AIX, donc le Linux commercial d'IBM, qui tourne beaucoup à Wall Street et dans les finances. C'est le seul Unix commercial qui fasse encore de l'argent aujourd'hui. Ouais. Et donc toute la partie virtualisation, container, gestion d'application et de charge, c'est notre techno demain. Tu connais bien les gens de Docker? Je connais pas bien les gens de Docker, je les connais un petit peu, on se croise de temps en temps. Avec, ça va s'arranger vite fait ça. Avec, je suis au bord de Docker. Avec Fortitude et compagnie, on arrive à les croiser. Okay. Mais magnifique histoire et je connais bien les tenants et aboutissants. Ouais. C'est une belle histoire Docker, c'est amusant. Et nous, on avait réussi à lever 13 millions, un peu plus de 13 millions d'euros. Boîte française. Boîte toulousaine. Ouais. Et voilà. Alors, je comprends tout, sincèrement. J'ai passé un an, moi, parce que je voulais pas faire météo, mais j'ai fait quand même l'école de la météo, l'ENSTA, qui est la grande école météo. Et du coup, la première année, nous envoyait à Toulouse. Et j'étais assez déçu, parce que je voulais faire une parisienne quand même. Pas trop sérieux, quoi. Et en fait, Toulouse, c'était bien, parce qu'on était complètement dégagés. On n'avait rien à voir à faire avec l'administration de super-héros qui nous accueillait. Donc on était juste là pour faire une année. On profitait de toutes les boîtes, tous les bars de la ville.
Et la bouffe est bonne, le vin est bon, la bière coule à flot, il y a des grands spectacles, il y a beaucoup de trucs très sympas à Toulouse. Et il fait beau, surtout quand on arrive de Paris. Non, c'est Génial génial. à Toulouse, c'est super. Ouais. Moi, je suis arrivé là-bas par hasard, c'est quand j'ai monté ma boîte dans la virtualisation, je cherchais à embaucher des ingénieurs, c'était en l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'an 2000, Oui. mais 2000-2001, il y avait deux caractéristiques contradictoires sur le marché en France. Premièrement, c'est que la bulle Internet avait explosé, début 2001. Et donc le mot start-up en lui-même, c'est une insulte, hein, personne ne voulait y aller. Et l'autre truc, c'est que le marché se portait super bien, le marché de l'emploi se portait super bien, les ingénieurs avaient tous des jobs de malades, bien payés, dans des bonnes boîtes, au chaud. Et moi, je leur ai proposé de monter une start-up, donc déjà le mot qu'il ne fallait pas dire, pour résoudre un problème informatique qui n'avait pas été résolu depuis 20 ans, avec très peu d'argent, sans visibilité sur quand on mourrait, et que ça serait très dur et que ça serait mal payé. Et bizarrement, il n'y a pas eu des foules qui sont joints à moi. Et non, c'était super dur de créer une équipe, c'était super dur. Et puis j'ai trouvé une équipe de malades mentaux à Toulouse. Il y a super voilà. Pour replacer un peu en perspective, quand il dit c'est un problème difficile qui n'avait pas été réglé, j'ai discuté avec les fondateurs de VMware qui me disaient que quand ils ont créé leur boîte, ils ont eu du mal à lever de l'argent parce que les VC allaient voir Intel en disant il y a des gars qui vont virtualiser le processeur Intel. Et Intel répondait c'est pas possible. C'est impossible techniquement. Ils peuvent pas. C'est impossible. Et les gars n'ont pas réussi à lever d'argent. Ben nous, dans une des due diligence ici, on a eu dans les due diligence ici, il y a un mec qui a trouvé un papier écrit par un PhD de je ne sais où aux US qui démontre que c'est pas possible. Pas simplement qu'il le dit, mais qui le démontre. Donc c'est un petit peu délicat de le Il y a dire. plein de domaines comme ça. Ça m'est arrivé aussi une fois d'être dans un truc où c'était démontré que c'était pas possible. Mais on arrive à changer généralement un tout petit peu l'hypothèse de base. Ok, on va pas faire 100% du problème. On va faire que 99%. Et du coup, on peut trouver des solutions. Qui a trouvé les solutions à votre problème chez vous? Alors mon CTO, il s'appelle Marc Vertes, c'est un vrai chercheur, c'est un type, il lit le code source d'Unix pour s'endormir le soir, c'est vraiment un mec qui est dedans, et puis quand ça l'ennuie de coder en C, pour ceux parmi vous qui codent, c'est parce qu'il préfère coder en assembleur, et il code en assembleur parce qu'il faut se faire comprendre un petit peu de temps en temps, sinon c'est en binaire direct dedans. C'est vraiment un gros malade, et il a redéveloppé dès qu'il y a une boîte qui sortait, une boîte physique avec une CPU dedans, il portait Linux pour le mettre dedans. Et donc il a commencé par sa carrière en portant Linux sur les objets les plus petits possibles. Alors aujourd'hui, à l'ère de l'Internet des objets, c'est ridicule de dire ça, ou en tout cas c'est commun, mais cette histoire-là, elle a 15 ans. Et donc c'est un type qui bricolait très très profond. Et pour porter Linux dedans, il réécrivait les schedulers, il réécrivait la façon dont on gérait la mémoire partagée pour que ça prenne moins de place, etc. Et donc il connaissait ces aspects système par cœur à une époque où le monde sortait des aspects système. C'est l'époque où on commençait à faire le J2E, etc. Toutes les couches d'abstraction pour que plus personne jamais ne mette la main dedans. Et lui, il était un des rares à continuer à trifatuler là-dedans et il pensait que c'était faisable. Et le fait est, c'est que ça a été faisable, mais il pensait que ça serait faisable en 6 mois et ça a mis 3 ans avant de commencer à tournicoter. Et après, il a fallu encore 5 ans chez IBM pour que ça marche vraiment au niveau entreprise dans AX. Donc c'était un putain de problème. Ouais, c'est un travail de titan. Ouais, très compliqué. Très très compliqué. Le nom de la société? La société s'appelait Meiosis. Voilà, et puis on a eu jusqu'à 12 ici. Français? Il y a eu alors il y a des Français, il y a eu des Allemands, il y a des Américains. Dans les Américains, il y a eu Cisco Corp. Dans les Allemands, il y a eu Wellington. Et Richard Chambon? Alors il n'était pas encore là, il était même pas encore chez Benchmark à l'époque. Oula! C'était Voilà. quelle année? Voilà. 85? 95? 96? Non, 2001, 2002. Non, oui, non, par contre, il était chez Benchmark. Il était chez Benchmark. Voilà, Il était chez Benchmark à Londres, je crois. Voilà, il n'était pas encore chez Archambault. Ouais. Parce qu'il est passé chez Archambault après. Et donc, il y a eu Partech, Oui. qui sont restés des bons amis. Lui, il y a eu Alven Capital, des bons amis aussi. Et puis, il y en a une bonne partie qui sont morts depuis qu'ils n'existent plus. Ça arrive. Et donc, une petite boîte française comme ça, vous faites racheter, petite, quelle taille? 35 personnes. Bien. Ouais, bien. Donc, alors déjà, on l'a monté à Toulouse, mais on savait que pour réussir le BizDev, il faudrait que ça soit une boîte américaine. Donc, je l'avais amené en 2001 à Palo Alto. Donc, officiellement, c'est une boîte Delaware, comme toutes les boîtes américaines. Je ne sais pas mettre le Delaware sur une carte, pas plus que vous savez mettre le monde sur une carte. Et on avait des bureaux à Palo Alto, on faisait le BizDev marketing ici et toute la R&D là-bas. On a fini par embaucher un petit peu des développeurs ici pour la partie UX, la partie, on va dire, un petit peu soft, mais pour laquelle il faut avoir une culture de customer facing que les hardcore français n'ont pas forcément. Et donc on avait une équipe qui était vraiment très bien gaulée pour ce genre de système. Là-bas, l'équipe que j'avais prise dans les couches basses faisait des systèmes aéronautiques, systèmes qui plantent jamais, quoi, tu vois. On perd pas un Boeing 777, non, ça.
Oui, il paraît, oui. Bah non, ils ont tous des GPS d'abord, c'est pas un problème. Il n'y a pas de souci. Non, c'est des calomnies ça. D'accord. Donc vous revendez à IBM, et là, le but final de ta vie est enfin atteint. Tu travailles pour une grosse boîte américaine. Voilà, donc mon rêve a été accompli. Et donc je devais... Je t'assure, Nico. Tu verras, profites-en parce qu'après c'est pire. À un moment donné, tu as envie de replonger et tu dis merde, j'étais bien au chaud. Donc je suis passé 2 ans à IBM. La première année, on a intégré la boîte. Donc ils avaient un roadmap produit énorme, avec des process énormes et des gens à voir partout. Donc comme IBM, c'est partout. À l'époque, c'était 380 000 personnes, il fallait les voir partout pour leur faire comprendre le produit, c'était fabuleux. On a intégré la boîte, IBM avait des engagements de planning, et moi j'avais des engagements de planning. Et leur planning, c'était 2 ans, et au bout d'1 an, on avait fini. Donc au bout d'1 an, j'ai plus rien à faire. Et donc là, j'ai fait un job vraiment super sympa, c'est qu'ils m'ont mis de l'autre côté de la table en M&A, qu'on appelle Corp Dev. Donc j'étais en acquisition de boîte. Donc ça, c'est super rigolo, parce que comme j'étais débutant dans ce métier, je faisais que les petites boîtes, c'est-à-dire les boîtes de moins de 1000 personnes. Et la micro, voilà. Ouais, donc j'ai fait ça 1 an, c'était vraiment super génial, c'était le job de mes rêves, parce que en fait, quand on est de l'autre côté, on voit beaucoup plus d'aventures que quand on conduit. Conduire une boîte, ça me plaît, je peux pas m'en passer, mais il faut avouer que ça devient vite monotage, quoi. Enfin, il y a plusieurs tâches dans la boîte, mais c'est monoculture. On ne voit pas beaucoup ce qui se passe à l'extérieur. Quand on est de l'autre côté de la table, c'est absolument fabuleux. Une de mes histoires plus rigolotes, je ne peux pas vous citer le nom, mais une boîte de 850 personnes qui était concurrente de ma petite boîte de nains d'avant. Quand j'étais 35, je suis allé la voir pour leur proposer un partenariat. Ils ont dit chouette, fume. Non, ils ont dit non. Et après, j'allais les revoir avec la carte IBM. C'était marrant. C'est des petits moments de plaisir. Et enfin, bien sûr. on est des hommes. Mais oui, non, mais je critique pas, ça c'est arrivé à d'autres. Arrête. C'est arrivé à d'autres. Voilà, donc tu es resté combien de temps chez IBM? 2 ans et 5 minutes. Le contrat, tu restais en 2 ans, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. En fait, blague à part, je ne peux pas travailler chez IBM parce que c'est trop gros et ça ne correspond pas à mon rythme biologique et à mes tripes. Mais c'est une boîte fabuleuse. Ils nous ont super bien traités. Ils ont vraiment utilisé le produit, ils ont mis personne à la porte, ils ont continué à investir dans l'équipe de R&D pendant, ça fait 7 ans maintenant, ils continuent à investir. Ils m'ont donné un job fabuleux, vraiment, et puis c'est une boîte qui a une profondeur d'IP inimaginable. Avec le Watson Research Center, la 3000 PhD, des prix Nobel qui se trimballent, qui prennent le café ensemble. C'est juste hallucinant. C'était une aventure remarquable. Avoir ce pouvoir-là et cette profondeur, c'est remarquable. Ça ne correspondait pas à mes tripes, mais j'ai zéro plainte à leur égard. Mais quand j'ai compris que c'était pas mon truc, je leur ai dit, je vais partir. Et ils m'ont dit, écoute, c'est ce qui arrive. Et c'est comme ça, et c'est pas grave, reste le temps que tu peux. Nous, on profite de ton sang frais, parce qu'ils ont aussi besoin de sang frais pour remuer un petit peu les modèles managériaux à l'interne. Ça, c'est une très belle chose que les boîtes américaines comprennent, que les boîtes françaises ne comprennent pas. Acquérir une petite boîte, c'est aussi acquérir du sang frais, et c'est s'oxygéner un petit peu, c'est remuer le fond du panier, ça fait du bien. Et c'est vraiment ce qu'on faisait. Et puis voilà, après on s'est serré la main, on s'est quitté bon pote, et puis voilà. Tu étais où aux États-Unis pour IBM? Alors j'étais à Austin pour la première partie, c'est-à-dire l'intégration du produit, parce que le produit était dans AX, et l'équipe de R&D de AX était essentiellement à Austin. Et après j'avais plusieurs sites sur la côte Est pour la partie Corp, dont Armonk, où il y a le headquarter, et Poughkeepsie, parce qu'il se trouve qu'on avait un business dans le High Performance Computer qui est à Poughkeepsie. Poughkeepsie qui est à peu près aussi excitant que Villemont. Ouais. Est-ce que Austin t'a rappelé Toulouse? Oui, absolument. Tu l'as remarqué aussi? Alors complètement. D'abord, j'ai adoré Austin, à ma grande surprise. Moi, je pensais que me perdre au milieu du Texas avec 12 heures de route dans n'importe quelle direction avant de toucher la moindre ville, ça serait un calvaire. En fait, il y a une scène underground grâce aux étudiants qui est remarquable. J'ai eu la chance de faire 3 South by Southwest, et puis je connais vraiment très bien tous les bars de la 4e et de la 6e. Et certains me connaissent bien sûr. Et je ne m'attendais vraiment pas à ça au milieu du Texas. En fait, il y a un esprit de créativité, de liberté qui vient de la musique à la base. Et puis après, la musique qui s'est étendue sur tout ce qui est digital, le cinéma, etc. Et puis maintenant, le monde des startups, et c'est très intéressant. Ça reste un trou paumé quand même. Pour s'échapper, c'est un peu dur. Ça s'est bien développé à un moment, dans les années, milieu des années 90, je crois. Ça se développait, il y avait beaucoup de boîtes qui s'y mettaient. Apple s'y était mis parce qu'il y avait eu un tremblement de terre dans les années 90, il s'était dit qu'il faut qu'on mette des gens ailleurs pour éviter qu'il y ait un shutdown complet quand
si ça recommence. Il y avait Metroworks qui était là-bas, c'est eux que j'étais allé voir. Et il y a ce resto de viande, le grill, au nord-ouest, qui est fantastique, là, au bord d'une rivière. Il y a un truc, c'est le premier endroit où je suis allé manger petit, je suis désolé d'interrompre. Non. La première fois que je suis arrivé aux États-Unis, un piège de Jean-Louis, j'étais arrivé pour aller voir Metroworks. Et donc j'arrive avec ma mentalité de petit français qui arrive de la banlieue est, donc préparé à très mal manger. Et on arrive dans ce resto et quand même, vous arrivez de France, ouais. Vous avez jamais mangé de la bonne viande. Gentil quoi. Et il m'a ramené des choses à un sampler. Et j'avais jamais mangé ça. Et c'était fantastique quoi. Ils ont des grilles, des trucs fumés, des viandes. Tu te connais dans ce truc-là? Ouais, non, je connais ce que toi. Le seul Super problème, sympa. c'est que ça crée des modèles d'Américains qui font tous 50 kilos de plus que moi. Ouais. Et de toi, je. Ça va. Comment dire. Et voilà, après, dans les bars, il faut que ça se finisse bien parce qu'ils ils sont faciles aussi là-dessus. Quoi. À Villemont, ils ne seraient pas dépaysés. Quoi. Non, ça va. Ouais. Il y a des points communs aussi. Non, des points communs. Donc IBM, ça a eu un temps fini, 2 ans. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu nous fais? Alors après, j'avais vraiment envie de monter une boîte. Bizarre. Et donc ça, c'est en 2006. Et donc à l'époque, je croise un type qui s'appelle Ludovic Le Mohan, qui est un ami, et qui venait à peu près concomitamment à moi de vendre sa boîte à Wavecom, une boîte dans l'Internet des objets qu'on appelait le M2M à l'époque. Et on se croise tous les deux, on était à peu près le même tranche d'âge, même cycle de vie, même conneries tous les deux, enfin vraiment provinciaux, on avait envie de s'amuser. Et on dit il faut absolument qu'on fasse un truc ensemble, on a regardé de façon macroscopique qu'est-ce qu'on pourrait faire, on s'était dit à l'époque 2005 que l'Internet allait rentrer dans les téléphones portables. C'est pas complètement con, on s'est dit par contre il va pas rentrer tel qu'on le connaît là parce qu'il va pas loger. Donc probablement qu'il faut le découper en petites applications et que ces petites applications, il faudra laisser aux gens la possibilité de les choisir et de mettre celle qu'ils veulent dans le téléphone. Parce que le téléphone c'est trop petit, puis à cause de la latence, de l'écran, etc., ça ne va pas. Et donc on a développé un store de widgets où on avait capturé un certain nombre de services qu'on avait soit écrit en WAP, soit en Java mobile. Et on avait offert sur 500 types de téléphones différents la possibilité de s'inscrire sur un store, de prendre des applications, mais je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose comme modèle. Et on se trouvait malin. Ça a pas mal marché, on a eu 1 200 000 téléchargements mobiles, pré-iPhone, pré-internet illimité sur le téléphone, donc on se trouvait assez bon. Et puis après, il y a un autre mec qui a eu la même idée, le regretté Steve. Il a eu pas mal son idée, là, il a pas mal fait. Bon, il a eu avant nous, parce que je suis pas du tout en train de suggérer qu'on nous a volé quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet, c'est juste que la concomitance des sorties nous a été malheureuse, mais on a été super contents quand il est sorti son truc, parce qu'on s'est dit, c'est génial, il y a un pont qui va évangéliser le marché, qui va dire au marché que c'est bien de faire ça. Et donc c'est génial, et il l'a fait, il a évangélisé le marché, puis après il l'a pris. Et on s'est retrouvé avec un produit qui servait à rien en gros, mais comme on n'était pas malin, on s'est entêté. On a fait une deuxième version qui était vachement mieux que la première, qui n'a pas marché mieux, puis une troisième, et puis à la 12e, on a suggéré qu'il serait peut-être le temps de pivoter. Et donc on n'a pas fait aussi bien qu'auraient fait les Américains bien cultivés sur cette histoire-là. Nous on avait mis trop de tripes et trop de croyances et trop de motivation dedans, et puis voilà, on s'est un petit peu entêté. Mais ça valait le coup, c'était un bon coup, je pense que la vision n'était pas mauvaise, l'exécution n'était pas trop mauvaise, mais il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. En fait, le business model qu'on a fait, c'est un business model de pub, c'est-à-dire que les gens cliquaient sur des bannières. On a réussi à capturer des belles campagnes de pub mobile à l'époque, on a eu Apple, on a eu Canal+, on a eu SNCF, des gens qui venaient, mais seulement les gens cliquaient pas. C'est bizarre, hein. Quand tu étais en 2G et demi, qu'il fallait attendre un quart d'heure pour une page, les gens cliquaient pas. C'est bizarre. Voilà, donc c'était raté et on a décidé en 2010 d'abandonner. Voilà, donc on a pris un peu trop de temps à pivoter, par contre le pivot, on l'a fait de façon très violente. On s'est dit, soit on arrive à faire un autre produit en 6 semaines, produit qui marche, soit on arrête tout. Ok. Voilà. Et là on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme actif? Alors on avait déjà une équipe de développeurs à Toulouse, fabuleux, vraiment des mecs brillants, qui avant avaient fait le système Just. Vous avez entendu parler de Just? oui, bien sûr. Un projet de TV sur IP des fondateurs de Skype. Basé en SVG. Voilà. Just, ils ont levé 35 millions en seed. 35 millions en seed. Et ils se sont plantés, et je leur ai piqué leur équipe. C'est comme ça qu'on a fabriqué notre équipe. Donc c'était bon, parce que le back-end c'était solide. Apple a piqué l'autre moitié de l'équipe. Mais voilà, ouais. Ils avaient une partie de l'équipe qui était à New York et l'autre qui était à Toulouse. Ouais, on en a piqué pas mal. Voilà. Donc j'ai monté comme ça, donc j'avais une bonne équipe. Et puis l'autre truc, c'est qu'on avait appris à mettre l'Internet dans un téléphone. Et ça s'appelle, ça a commencé à s'appeler, en 2010,
de la curation. Prendre des morceaux d'internet, prendre juste le meilleur, le mettre en forme et puis le présenter. Ça s'appelait de la curation, et quand on a regardé dehors, on a sorti le nez du guidon, on a regardé, on a dit tiens, la curation c'est un mot qui commence à prendre, et nous ça fait 2 ans qu'on fait ça comme des cons pour faire croire à Steve Jobs qu'on est aussi bon que lui. Au lieu de le faire contre Steve Jobs, on va essayer de le faire sur un autre marché, essayer de trouver une raison de faire de la curation qui puisse être une raison business, pas simplement une raison consumer. Et donc on s'est dit, bah voilà, on va offrir une plateforme qui permet aux entreprises de faire de la curation. Pourquoi on pensait que les entreprises auraient besoin de faire de la curation? Parce que la curation c'est du contenu. On était rentré à cette époque, 2010-2011, dans le fait que les gens commençaient à réaliser que sans contenu, les entreprises n'existaient pas. Il fallait qu'elles communiquent comme des malades, donc il leur fallait du contenu. Certaines, comme Red Bull, ça envoyer des hommes dans l'espace et les faire redescendre en parachute pour faire du contenu, mais la plupart n'ont pas ces moyens-là. Donc on s'est dit, bah, si on veut transformer toutes les entreprises du monde en curateurs sur leurs valeurs, explique ça ce que c'est que la curation de contenu, parce que c'est évident pour toi. Genre, j'ai pas bien expliqué, là. C'est pas exactement ce que c'est que la curation de contenu, s'il vous plaît, dans la salle. Est-ce qu'il pourrait y avoir un doigt, moi, qui ouais, merci. Voilà. Bon, tu peux nous résumer, s'il te plaît? Donc la curation, c'est la sélection, l'édition et le partage de contenu qui existent déjà. C'est vieux comme l'information, ça n'a rien de nouveau. Le truc nouveau, c'est qu'on est arrivé dans les années 2010 à un point d'inflexion du web où tout le monde est devenu écrivain, donc on est rentré dans un gros bordel, un gros brouhaha, où ça devient très très difficile de se faire entendre. Donc créer du contenu nouveau, ça coûte cher, et c'est difficile de l'imposer. Donc maintenant, il y a un nouveau rôle qui prend de l'importance dans le web. C'est pas simplement les gens qui créent du contenu, mais c'est les gens qui organisent le contenu des autres. Voilà. Donc ici, on est un curateur, c'est un organisateur. Ça vient du mot museum curator, je veux dire commissaire d'exposition en anglais. C'est les gens qui préparent les expositions dans un musée. Vous pouvez avoir des commissaires d'exposition qui ont des signatures méga célèbres, c'est des superstars dans les musées. Pourtant, c'est rarement eux qui n'ont pas inscrit les trucs, même c'est jamais eux. Et simplement, ils ont trouvé les bonnes pièces, ils les ont mis en contexte, ils ont rajouté une perspective, une couleur, un cheminement. Donc ils racontent une histoire avec le contenu d'autrui. Et ces gens-là, ils ont de la valeur, ils sont reconnus parce qu'ils font leur travail bien. Et donc on s'est dit, bah, ça serait sympa d'offrir ça aux entreprises. Les entreprises qui veulent communiquer sur leurs valeurs, qui n'ont pas forcément les moyens de faire que du contenu original créé, peuvent aussi devenir curateurs sur leur sujet de prédilection, sur leur sujet d'expertise. Et nous, on les aide à trouver du contenu, on les aide à l'éditer, donc à le mettre en forme, puis à rajouter un petit insight qui le personnalise, et puis on les aide à le diffuser sur un ensemble de canaux où ils veulent exister. C'était pas mal expliqué, non? C'est bien, c'est mieux, tout le monde a compris? On est d'accord? C'est parfait. Donc ça, c'est 2010. Et c'est à Toulouse. Voilà, c'est 2010 Toulouse, on te donne 6 semaines, au bout de 6 semaines, on ouvre en bêta privée. Et puis on croise les doigts, on serre les dents et on serre tout ce qu'on peut serrer, puis on attend de voir ce qui se passe. Et à ce moment-là, au même titre que j'ai pas eu un bol extraordinaire quand Steve Jobs a lancé l'iPhone, là j'ai eu un coup de bol extraordinaire, c'est que le mot curation est devenu à la mode. Début 2011. Le switch, on l'a fait en décembre. On l'a annoncé en fait à Le Web de Little Mer en décembre, mais on n'avait pas encore produit. Et quand on a commencé à ouvrir début 2011, la curation c'était un sujet chaud, donc les gens nous trouvaient et ils nous essayaient, et puis ça leur plaisait. Et puis on a eu une viralité qui est partie toute seule, alors qu'on était en bêta privée. On communiquait pas, on n'a pas mis 1 euro de com dessus, et les gens ont commencé à utiliser la plateforme, donc on a trouvé que c'était plutôt sympa. C'était le signal qu'on voulait pour pas mourir, parce qu'on avait moyennement envie de tout laisser tomber. Il y a eu une petite restructuration d'équipe. Mon partenaire Ludo, dont je vous parlais, est parti, et puis il a monté une autre boîte dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Sigfox, l'opérateur de l'Internet des objets, qui cartonne ici en ce moment. Voilà. Et puis c'est Guillaume de Cugis, mon autre associé, qui avait lui aussi vendu une boîte à MusiWave et à Microsoft dans la musique mobile, qui est à bord maintenant avec moi. Et bref, on a lancé ça, et puis on s'est dit, bah, puisque ça marche, on va faire une version business. Parce qu'on ne voulait pas en faire une plateforme de partage de lolcats ou de bisounours, ce genre de trucs, il y en avait suffisamment sur le web. Puis surtout ça, on ne sait pas comment le monétiser. Pour le monétiser, ce genre de truc, il faut des centaines de millions de VU, et c'est pas gagné, quoi. Et donc nous voulions un truc vraiment business, monétisable, avec un vrai business model derrière. Et donc très rapidement, on a ouvert, en novembre 2011, une version payante de la plateforme. L'investissement, ça s'est passé comment en France? Vos premiers investisseurs, ça s'est mal passé pour eux, je pense. Ah oui, non, ils ont adoré. On a levé 6 millions, et puis on leur a dit, bah finalement non. Oui. Non, et vous avez refait des tours en France? Voilà, alors en fait ce qui s'est passé, c'est que quand on a décidé de pivoter, le coût des 6 semaines, c'était un accord commun avec mes associés, avec mes collaborateurs, tout le monde était dans la boucle. On a mis beaucoup de temps avant d'ouvrir le débat à tout le monde parce qu'on ne voulait pas stresser les gens, mais quand on a décidé de pivoter, on en a parlé à tout le monde, y compris bien sûr à nos investisseurs. Et ils étaient d'accord avec le plan. Ils disaient, plutôt que de tout perdre
Et puis même ramasser tout à la casse, c'était pas un grand intérêt. Donc ils ont joué le risque, ce qui est leur métier. Je pense qu'ils l'ont vraiment très bien fait. Beaucoup de respect pour la façon dont le pivot s'est passé en faisant. On n'a pas été mis sur le grill, il y a eu quelques tensions et quelques déceptions, mais c'était vraiment un vrai environnement de travail. Et puis on s'est donné cet objectif et ça a marché, donc il nous restait encore du cash de la boîte précédente. Donc on a vraiment tourné la boîte, on a changé la raison sociale, on a changé l'équipe, mais on a gardé le résidu de capital qu'on a alloué dessus. On s'est donné des objectifs et à l'issue de l'atteinte de ces objectifs, on a relevé un tour auprès des mêmes pour venir aux US. On s'était dit si on arrive à faire 5 millions de visiteurs uniques sans dépenser 1 euro de marketing, on vient aux US. Et puis on est arrivé à 7 millions avant de venir aux US. On n'a pas encore dépensé en marketing. On s'est dit c'est le bon moment de tenter la vraie boîte. Et dans l'internet, une vraie boîte, pour moi, c'est aux US. J'ai rien contre le marché européen, et le marché européen peut être très très bien pour plein de choses, mais dans l'internet, il faut être américain. Et incidemment, j'ai vendu plus de licences en France en disant que la boîte est américaine qu'en disant que la boîte est française. Oui, ça c'est bien connu. Ça marche à tout. Donc ce modèle-là est éprouvé. Donc tes investisseurs français, c'était des vrais VC français? Oui, oui. J'en connais un, je crois. Partech, Je connais Elaya. que je connais depuis super longtemps. Elaya, que je connais pas depuis super longtemps parce que Elaya, c'est pas vieux. Non. Mais je connais tous les gens qui sont dans Elaya depuis bien. super longtemps parce que Marie Eklund, qui a entre autres connu en ce moment pour être la présidente de France Digital, dont j'aurais pu profiter du moment pour vous faire un peu de pub, ou pas. Qui a financé Criteo. Voilà, elle a financé Criteo, mais le premier investissement qu'elle a fait dans sa vie, c'était ma boîte Mélosis. Donc on se connaît, on se connaît depuis ce début. Ok, elle m'avait pas dit ça. Voilà. Elle n'était pas dans Elaya parce qu'Elaya n'existait pas. Elle était en CPR online. C'est comme ça que j'ai connu Guillaume. D'accord. Guillaume est venu la première fois. Marie m'a demandé si je pouvais prendre un truc que j'ai. Voilà. Et sinon, on a Orcos Capital aussi, qui était. Alors, Elaya et Partech, c'était des investisseurs de ma boîte précédente. Orcos, c'était un investisseur de la boîte précédente de Guillaume, et on a un quatrième investisseur qui s'appelle XO, qui est un Toulousain, qui était l'investisseur de la boîte précédente de Ludo. Donc en fait, on a bénéficié de notre âge. Voilà. Ça n'a pas que des avantages d'être vieux, mais là, c'est un avantage, c'est qu'on connaissait des gens. Bah, c'est du network, ça s'appelle ici. On en fait un peu. D'accord. Donc là, maintenant, ça marche bien. Parce que la mémoire est bonne. Ouais, ça marche bien. Je le dis avec tous les guillemets et les italiques requis parce que je sais que les marches sont hautes. Ça se passe bien, on a une bonne croissance, le modèle business prend. On avait prévu que le modèle business marcherait pour les petites boîtes. En fait, on pensait que l'idée de faire de la communication, donc de bâtir sa réputation par de la curation, c'était pour les petites boîtes qui ne peuvent pas se payer des agences ou du contenu original. Et en fait, on a découvert que des grandes boîtes viennent aussi. Donc on a deux façons de vendre. Une, c'est en ligne. Les petites boîtes qui mettent leur carte de crédit, qui s'abonnent, modèle SaaS B2B classique, très commun aux US, qui marche moyen en France. On n'a pas encore la culture de la carte de crédit en ligne, mais aux US qui marche très bien. Et là, c'est des SMB, voire même des individuels. Mais on a un canal entrant de grandes boîtes. Donc on travaille avec des grands groupes en France, la Poste, des gens comme ça. Et donc toi, maintenant, tu vas faire quoi? Parce que si ça commence à marcher, c'est plus marrant. Alors, par chance, il y a toujours un pain tous les jours qui fait que ça ne marche pas comme on veut. Non, on n'a pas atteint le niveau où je considère que je suis content. Ceci dit, d'un point de vue personnel, c'est le début qui me plaît, c'est sûr. Content, ça voudrait dire quoi? Content, c'est j'aimerais qu'on ait aux US la notoriété qu'on a en France. On fait plus de revenus aux US qu'en France, mais par contre, on est un tout petit joueur, parce que le monde est grand. Alors que l'empreinte qu'on a en France, on a une autorité spontanée dans les content marketers ou les community managers qui est près de 100%, tout le monde nous connaît. Aux US, on est un outil qui plaît, qui génère des revenus que les gens utilisent, mais on est un outil et j'aimerais bien, c'est peut-être un petit peu de l'ego, je sais pas, mais c'est pas que de l'ego, c'est aussi une impression qu'on peut aller dans une étape supplémentaire de créer un début de marque sur cette chose-là. Et on a un début de traction là-dessus, donc j'aimerais bien, j'arrive pas à gérer la boîte uniquement sur le bottom line. Il y a des actifs intangibles qui me plaisent dans la création d'une boîte, et ça m'excite. Donc, tu as créé une boîte en France, tu en as créé une ici, parce que Scoopit, ça a été créé en France, mais ça s'est quand même pas mal développé ici après. C'est quoi pour toi les différences majeures que tu as pu percevoir? Bon, tu travailles pas avec des VC américains? J'ai travaillé avec des VC américains aussi dans ma boîte précédente, voilà, j'ai travaillé avec mes filles. Et puis, on les critique beaucoup, les VC français. Tu penses que c'est justifié? Déjà, je pense pas qu'il y a les VC français, parce qu'ils ne rentrent pas tous dans la même boîte. Il y a vraiment une grande variété. Entre des gens qui font de la défisque dans une banque ou une assurance, et les gens qui sont là depuis 15 ans, qui sont actionnaires de leur boîte, les comportements
comportements super différents. Moi, personnellement, Philippe Colombel et Marie Eklund, c'est devenu des amis. C'est vrai qu'on se met sur la gueule volontiers. C'est des grandes gueules, ils ont des opinions, il y a de la friction, mais on construit ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'on construit des choses ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Et c'est des mecs qui apportent, pardon Marie, ils apportent une grande valeur, parce qu'ils ont des opinions, ils ont de l'expérience, ils ont du réseau. J'adore. Il y en a qui sont plus en recul par rapport à ça. Moi, quand j'en ai eu 12 dans mes lieux 6, il y en a, je pourrais les croiser dans la rue, c'est pas sûr que je les reconnaisse, c'était juste lamentable. Lamentable, pas pour des investisseurs, lamentable pour des VC, parce qu'il n'y avait pas la notion que je mets moi dans le métier de VC, qui est de faire vraiment partie de l'aventure. Ensuite, ce que j'ai vu des VC américains, c'est encore différent. D'abord, ils sont tous hands-on, tous ceux que j'ai croisés, mais en plus, chose originale qui existe très peu en France, c'est des entrepreneurs aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs tournés qui sont devenus VC, et ça donne un angle encore extraordinaire. Donc ça, c'est la différence culturelle. Après, il y a une différence de comportement au-delà de la culture, qui est la notion de vitesse. Tout ce que j'ai vu avec les VC américains ici, c'est qu'il faut aller super vite. Et si c'est dans le mur, c'est dans le mur, mais il faut y aller super vite. Et en France, on a quand même besoin de rationaliser et d'analyser un petit peu plus grand. Il y a une étude très intéressante qui a été faite sur les KPIs différentes majeures pour voir les différences de perf entre les US et la France en termes de VC. La KPIs différentes majeures, c'est le temps qui reste dans un deal. Et les Américains sortent plus vite d'un deal. Si le truc ne marche pas, on va tout mettre, je mets tout sur le rouge, ça plante, je passe à autre chose. Comme si leur temps, ou le temps du marché, ou la notion de temps était plus importante que le capital. Et j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas la même notion de temps. Bon, c'est totalement trivial ce que je dis, c'est culturel aussi, ça dépasse le VC, mais quand on est dans une start-up, ça se ressent vachement. Parce que la notion de timing, c'est juste mortel. Et donc, on est tous les deux d'accord, je pense, pour dire qu'il y a des bons entrepreneurs français. Il y en a quelques-uns, il y en a dans la pièce. Il y a d'excellents ingénieurs français. Les meilleurs. Là, sans déconner. Il y a d'excellents À ingénieurs Toulouse, français. à Toulouse, les meilleurs. Mais on n'arrive pas à avoir une scène de la start-up qui décolle en France. Qu'est-ce qui se passe mal? Alors là, tu touches mon hobby. Quand je bosse pas, mon hobby, c'est de regarder ça d'aussi près que je peux. Il y a différents canaux. Il y a France Digital, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je suis aussi dans une association avec mon pote Ludo qui s'appelle la Tic Valley. Donc c'est la vallée, parce qu'en fait il y a une vallée connue avec du silicone, il y en a une à peu près équivalente à Toulouse. Et donc le président, le fondateur, c'est mon pote Ludo, et on essaie de regrouper un écosystème pour favoriser l'éclosion de start-up dans les technologies de l'information. Donc je regarde ça de près, les facteurs sont hyper nombreux, on les connaît tous. Moi, le facteur qui me gêne le plus, ce n'est plus celui que j'annonçais avant, et avant j'annonçais la peur. Mais c'est plus ça. Mais ça a été le cas avant, parce que j'ai connu toute une génération de gens qui ne voulaient pas se lancer, parce que quand ils sortaient de l'école avec un diplôme et quelque chose qui avait un petit peu de gueule, les premières questions qu'ils posaient quand on les croisait, c'était les RTT et ce genre de trucs. J'ai pas de problème là-dessus, j'ai pas de dogme, j'ai pas de philosophie, c'est très bien que les gens adorent ça. Mais clairement, on était très loin de l'esprit d'aventure. Maintenant, la génération qui est aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus tellement ce facteur de peur. Les mecs qui se lancent, c'est même à la limite, ils vont à la fleur au fusil, quoi. Ils vont se prendre des rafales en première ligne, c'est juste hallucinant, mais ils y vont. Donc je crois que le facteur de peur n'est plus le facteur numéro 1. Le facteur, moi, que je trouve terrifiant, c'est la chaîne alimentaire. Pour que ça marche, il faut que ça marche du business angels jusqu'au M&A, ou jusqu'à l'IPO. Et nous, on a des trous partout dans cette chaîne. On n'a pas de business angels, on a des investisseurs, on a des VC qui font du seed, en grande partie grâce à l'argent du gouvernement d'ailleurs, mais why not, c'est une façon de faire. Donc on n'a pas de BA, mais on a des VC de seed, on a aussi des VC de premier tour, deuxième tour, et puis après, il n'y a plus de cycle. Et ça, c'est horrible. Et c'est pas horrible simplement en termes de sortie capitalistique, c'est aussi horrible pour faire du business. Les boîtes françaises font même pas de business avec les startups. Et quand tu veux travailler avec, tu passes aux achats. Moi, le premier truc que je ferais, le truc super pragmatique, si ce pouvoir-là existait, ça serait qu'au niveau business, sans même parler de la chaîne capitalistique, c'est de permettre aux petites boîtes françaises de faire du business avec les grosses boîtes françaises. C'est-à-dire se créer un marché, se consolider. Parce que quand on vient aux US, ça coûte la peau des... Hein, et si tu n'as pas derrière un backup, soit capitalistique, soit de façon organique par ton marché local, c'est super dur. Ce marché local, il est vraiment très très difficile à acquérir. Moi, quand j'étais dans Maillot 6, c'était l'époque de la guerre du Golfe où ils avaient renommé les French fries
Freedom Fries, tellement c'était bien d'être français. Et j'avais passé une quinzaine de meetings avec des boîtes que je connaissais, dont mon employeur précédent, pour essayer de leur enfourrer ma daube. Et je suis venu au Texas, et j'ai fait un deal en un meeting au Texas. Les mecs, des Français, presque ils te crachent dessus, mais ils regardent le truc, ouais, ça marche, poignée de main, on prend le risque, et puis on verra. Puis ça marche pas, tant pis, puis ça marche tant mieux, j'ai un edge sur mes concurrents. Et ils se lancent comme ça avec cette audace, cette flexibilité, alors qu'il y a des verrous partout en France, comme dans les grosses boîtes, et ça, honnêtement, ça me fait peur. C'est pas un problème politique, c'est bien pire que ça. Tout à fait. Ça rejoint exactement ce que j'ai vécu. J'ai ma cofondatrice qui est là-bas. Et la société qu'on avait fait en France, on était à... Ça s'invente pas, ça. On était à Gentilly, rue Lénine. Pour travailler avec les Américains à Dragonnet. On me donner l'adresse. Bon. Et on n'arrivait pas à travailler avec l'armée française qui était à Montrouge. On avait signé des deals avec le département, le mode anglais, avec l'OTAN, avec l'armée allemande. Et pas l'armée française. Parce qu'on était trop petits, ils avaient travaillé avec Intergraph. Les Américains, c'est quand même plus chic, quoi, quand même. Et je sais pas trop d'où ça vient, ça. Je sais pas si c'est le fait que c'est pas... On peut même plus dire maintenant que c'est pas la même formation, que c'est pas les mêmes écoles. Parce que je vois plein de techniciens centraliens, etc., qui se jettent sur les startups maintenant, et qui créent leur business. Ouais, on va peut-être voir, peut-être que ça va changer à cause de ça. Moi, je crois que pour que ça change, c'est que quand tu vois pourquoi les boîtes américaines arrivent à faire du business avec des petites boîtes, parce que les gens qui sont dans les boîtes américaines, à un moment donné, ils étaient dans une petite boîte. Ouais, il y a une perméabilité beaucoup plus grande. Il y a une perméabilité beaucoup plus grande, et en plus, l'âge des boîtes est plus limité. Donc quand une boîte en France, tu arrives dans la boîte, elle a déjà 120 ans, la boîte. T'as aucune chance de connaître le petit-fils du fondateur, donc la notion de c'est ma boîte n'existe pas. Thomson, ça a quel âge? Ça a 100 ans, je pense. Thomson, ça a 5000 ans. Non, c'est une super boîte. Non, ça semble avoir ce binôme, je ne crois pas que ça soit exactement ça. Je crois que le nom Thomson vient d'un fondateur américain, je crois, qui est venu en France après la guerre. Ne me demandez pas laquelle. Je pense que ça doit être la deuxième, parce que l'électronique a été créée dans la Silicon Valley. Mais le point, c'est que quand on dit dans une boîte américaine de grande taille, on a des chances parfois que notre interlocuteur soit un entrepreneur. Quand on dit dans une grande boîte en France, on n'a aucune chance. Donc le mec, il ne comprend pas. C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il juste ne comprend pas. Et on a un intérêt mutuel à apprendre à travailler ensemble. L'intérêt pour la petite boîte, bien évidemment, c'est d'avoir un marché, mais il y a un intérêt pour la grande boîte. C'est pas de l'aumône qu'on demande. La grande boîte, c'est sa seule façon d'aller vite, de travailler avec des startups. Les boîtes françaises préfèrent aller doucement plutôt que de prendre le risque de travailler avec des petits. J'ai regardé ça, j'avais aussi trouvé qu'il y avait un problème de valorisation des startups. Où, souvent la discussion, quand on est avec une grosse boîte française qui veut racheter, c'est ok, vous avez investi combien? On vous donne 20% de plus. C'est sympa quand même. Et Facebook, par exemple, c'est pas ça. La valorisation n'est pas calculée comme ça généralement. WhatsApp, c'est pas comme ça que ça a été calculé, j'ai l'impression. Et bon, ça revient pas. Enfin, je sais pas, François, tu as déjà vu des gens qui achetaient une société demander combien il était investi pour calculer la valeur? Ça se fait pas, quoi. En France, c'est un peu le principe, je crois. Ça reste ça. Oui, tout à fait, mais... Et ça se dit, remarquez, quelque part, c'est pas complètement stupide non plus. Vous avez investi tant, vous voulez avoir un retour sur votre investissement, on le comprend, on discute le retour sur investissement. Pourquoi pas? Moi, ça, très honnêtement, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que ça fait 20 ans que je travaille... T'as vendu ta première boîte comme ça, déjà? Absolument, mais parce qu'il y a une réalité culturelle derrière, et que j'assume totalement, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la valeur d'une startup, honnêtement. C'est super dur. Moi, quand j'étais à IBM, on avait des tas de façons de l'estimer. Il y a du tangible, mais il n'y a pas du tangible dedans. Il y a plein de trucs qui sont vachement difficiles à mettre en équation. Donc, dire, tu as travaillé 3 ans, tu vas faire un bonus de 20%, bien évidemment, tu perds tout le rêve spéculatif de faire un truc qui marche. Tu viens de dire le mot, je crois. Mais tout à fait, mais ça c'est mortel. C'est vrai. Mais le comptable en face qui n'a jamais eu ce rêve-là et qui doit expliquer pourquoi il sort ce chèque, c'est... Non, mais sérieux. Voilà. Donc, tu peux aussi essayer de calculer ce que ça va te faire gagner. Oui, mais il y a plein d'intangibles, c'est ça le truc. Par exemple, quand tu achètes une petite boîte, c'est du sans frais qui va bousculer tes troupes. Ça, tu peux considérer ça comme soit un risque, soit une opportunité immense. Donc sa valeur est soit négative, soit positive. Comment tu mets en équation ça? Et pourtant, peut-être que la plus grande valeur de l'acquisition d'une petite boîte, c'est ça. C'est d'avoir des barbares qui rentrent dans l'organisation et qui bougent tout. Et quel argent tu mets dessus? C'est dur à dire. Il y a des grosses boîtes de la Belge, j'en connais, au moins une, qui achètent des petites boîtes en essayant de changer la façon dont ils travaillent pour les incorporer dans le moule de travail déjà en place. J'en connais. Non? Je parlais pas d'Oracle. C'est Apple. Ouais,
Ouais. Il n'y a pas de le 109 n'est pas là pour changer la façon dont on Ouais. travaille. Bon, Apple, ça Il marche. paraît que ça marche. jamais. Il paraît que ça marche, c'est ça aussi. Mais aussi, il y a Fred Wilson, joli, qui a dit qu'Apple allait dans le mur, visiblement. Il l'avait dit il y a 5 ans, il maintient. Il avait vendu toutes ses actions il y a 5 ans parce que ça allait dans le mur. Donc ça n'a rien fait depuis 5 ans. Non, il a vendu à 97 $. Je disais que l'iPad tout seul, si c'était une boîte, ça serait la 100e boîte au monde. Oui, L'iPad tout oui, seul. largement, je crois, ouais, largement. Donc non, ça marche. C'est un modèle qui ne marchera pas. Ouais. L'App Store, si ça peut te rassurer, c'était pas une stratégie, c'était un palliatif. C'était pas prévu à l'origine. Ouais, ben moi c'était ma vie. Oui, moi, ça a été minuit quand je suis arrivé parce qu'il a fallu faire marcher après. Ok. Et donc le futur à 10 ans, dans 10 ans, tu fais quoi? Moi, il y a deux choses qui me plaisent beaucoup que j'espère pouvoir faire à un moment donné. Le premier, c'est tout ce qui touche à l'éducation. J'adore papoter, j'adore transférer ce que je peux faire. Donc je le fais, ça, je donne des cours dans des universités quand on m'invite, où je coach des gamins qui veulent se lancer, j'aime ça. Ne serait-ce qu'en racontant mes échecs qui sont assez longs et ça leur permet d'avoir inventé leurs propres échecs, c'est déjà ça de gagner. Et la deuxième chose qui me fascine, c'est l'Asie, où j'ai déjà passé quelques années, mais je pense qu'on est au début de comprendre de ce qui va se passer. Et là, ma fille qui est à Magui fait son semestre à Shanghai, je suis allé la voir. Donc moi, dans mon rêve, c'est de pouvoir mixer à la fois mon envie de passer quelque chose, que j'appelle la formation, l'éducation, un peu ça qu'on veut, et d'aller en Asie. Voilà. Alors, trouver une start-up qui fait ça, c'est pas gagné. Mais ceci dit, si c'est impossible, ça donne envie de le faire. Ça veut dire que ça n'a pas déjà été fait. Quel pays d'Asie? La Chine, forcément? Pas forcément la Chine, mais l'Asie Pacifique. Oui. L'Asie centrale, j'ai super envie d'y voyager, mais d'un point de vue business, je le sens moins. Pour moi, l'Asie centrale, c'est la dernière frontière. Tous les stands, c'est la dernière frontière. Et y compris l'Inde d'ailleurs, qui a beau être démocratique, et dans l'IT depuis longtemps, etc., ça reste quand même encore autre chose. Non, c'est la façade pacifique, avec le Japon, les Corées, l'Indonésie, tout ça. J'aime beaucoup, je travaille un petit peu à Jakarta, c'est une expérience fabuleuse. J'ai beaucoup appris en travaillant en Asie à relativiser mes jugements. Ouais. Tout ce que tu crois être juste, ou vrai, ou bon, c'est remis à plat et c'est déroutant. Et si on survit, je pense qu'on apprend beaucoup. Si on survit. Parfait. Bah, écoute, au Vietnam. Ouais. Bah, écoute, merci. Aline, je ne suis pas certaine dans les créneaux horaires, j'espère. Ok. On va passer à quelques questions. J'en vois au moins une dans le fond de la salle. Déjà, on applaudit. On réapplaudira à la fin parce qu'on aime ça. Alain? Oui, comment est-ce que tu vois l'avenir de la curation et de l'éducation? Le lien, est-ce qu'il y a un lien là-dedans? T'as fait exprès de poser la question? J'ai été invité par le vice-président Microsoft Education Worldwide à faire un blog post sur son blog personnel pour expliquer la relation entre les deux, tellement c'est une évidence que l'un et l'autre et l'autre et l'un. Et je peux expliquer pourquoi, c'est pas de l'autopub sur la curation, c'est un point qui est super important, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sachants, il n'y a plus personne qui sait rien. La connaissance, c'est le web, c'est Google, c'est Wikipédia. Et c'est un bataille, il n'y a pas un prof qui peut savoir autant. Prof, journaliste, ça s'applique à tous les métiers des sachants. Donc maintenant, la personne qui tient les rênes de l'information, c'est pas celui qui sait, puisque ça c'est Google et c'est Wikipédia et c'est fait, mais c'est celui qui l'organise, celui qui apprend à la passer, à lui donner du sens, à la contextualiser, et ça c'est un travail de prof. Et incidemment, si c'est un proxy valable, notre premier vertical d'utilisateurs d'entreprise, c'est l'éducation. Alors c'est pas ceux qui nous ramènent beaucoup d'argent, parce que c'est essentiellement des utilisateurs gratuits, mais c'est pas grave, ils font un super boulot de tri. Et cette remarque s'applique aussi aux journalistes, s'applique aussi aux chercheurs. D'une façon générale, savoir qualifier, trouver, mettre en valeur, en scène, en contexte de l'information, c'est devenu maintenant un métier presque plus important que de la créer. Et puis, mon fils il est à l'école ici, le premier jour où il rentre, on lui file un iPad et puis il y a le Wi-Fi partout. Moi, si j'étais prof, j'hésiterais avant de balancer des vérités, parce que le mec il vérifie ça en temps réel partout. Par contre, leur apprendre à critiquer et à structurer ça, c'est vachement important et c'est le rôle de... Ça s'appelle la curation, ça. Merci pour la question. Oui, merci, bonne question. Yeah. Tu as parlé plus
plusieurs fois de pivoter, etc. C'est très difficile quand on est entrepreneur de savoir quand est-ce qu'il faut pivoter, est-ce qu'il faut pivoter, est-ce qu'il n'est pas trop tard de pivoter. Le retour d'expérience sur comment tu as décidé tes pivots et a priori tu as plutôt bien su pivoter, donc il y a peut-être des choses à partager sur ça. Ouais, j'ai pivoté 2 fois sur Meio 6 et 2 fois sur Goodjet qui s'est appelé Scoopit ensuite. Et il m'est arrivé de recommander à des plus jeunes entrepreneurs qui m'avaient invité à leur tour de table de le faire aussi. Et je prétends pas du tout que j'ai trouvé la bonne recette, en particulier sur Goodjet. Je pense qu'on a mis beaucoup trop de temps. Ce que je sais, moi, de façon certaine, c'est que c'est super dur d'arriver à la décision. Moi, personnellement, c'est une décision que je n'ai pas su prendre au bon moment, en tout cas pour mes boîtes, parce que je l'ai dit vraiment avec mes tripes. Mais ce que j'ai bien compris, c'est qu'une fois qu'on avait atteint une décision, c'est la façon d'exécuter. Et ça, je pense que j'ai bien exécuté, c'est-à-dire juste d'abord le faire avec un rythme fou, en repartant sur une vision et non pas sur un abandon, en mettant tous les stakeholders dans la boucle, avec des degrés d'information qui peuvent varier, mais tout le monde doit être dans la boucle. Et que comme ça, au moment où tu tournes le bateau, il y a vraiment tout le monde qui passe du bon côté, et puis qui tire la ficelle, et puis ça repart sur le cap. Le processus de décision et de réflexion, je pense qu'il appartient à tout le monde, et moi je sais pas dire. Le mien est plutôt long parce que j'aime pas abandonner les gens, mais quand une décision est prise, après c'est agressivité totale. On oublie tout, et nous on a tout jeté, on a jeté le code source, on n'a pas regardé ce qu'on allait récupérer, on a tout jeté, la marque, tout. C'était hyper douloureux, mais on a brûlé nos vaisseaux, et puis on est reparti d'un seul homme dans l'autre direction. VC, employés, clients, etc. Les seuls qui ont râlé, c'est les gens qui utilisaient le système avant. Ils ont même monté un fan club sur Facebook où ils continuent leurs échanges. Mais voilà. Donc non, je ne sais pas dire du tout comment on décide. Je pense comprendre comment on exécute. Et les 2 mots-clés, c'est la vitesse et l'ouverture. Il faut que tous les gens qui jouent autour soient au courant d'une façon ou d'une autre. Je crois que tu l'as dit aussi, c'est le fait de tout mettre dans le tournant. Docker, c'est un pivot aussi, à la base. À l'origine, c'était un pass. Et la force, ça a été au moment où Salomon a dit bon, ça marche pas. Il est passé ici, il y a 4 mois, Salomon 3. Ça a été de dire bon, on met tout. On ne met pas 2 ingénieurs pour regarder. En France, on essaie généralement de faire les choses. Oh, j'en ai entendu une très rigolote de blague, ça va me détendre, l'autre jour. Et vous ne le savez pas certainement, mais la Belgique, à l'origine, tout le monde roulait à gauche. Et c'était pas pratique parce qu'aux frontières avec l'Allemagne, avec la France, ça faisait des changements, c'était pas bon. Donc, je connais au moins une Belge dans la salle, donc elle ne sera pas fâchée. Et ils se sont dit, bon, c'est pas bon, il faut qu'on passe à la conduite à droite. Les Français ont des technocrates super pointus, on va leur demander comment on fait. Et ils ont dit, bon, comme en toute chose, il faut y aller graduellement. La première semaine, que les camions. Le pivot, c'est un peu ça. Si on fait ça, ça a le même résultat. C'est pas une bonne idée. Il faut y aller direct. Et c'est ce que tu disais, en fait. C'est ce que tu as transmis, c'est ce que vous avez fait. C'est d'un seul coup. John ? Oui, je posais la question de la curation. Comment ça se fait qu'Yahoo a totalement merdé son... Parce que c'est eux qui l'ont inventé au démarrage. Et aujourd'hui, ils vivent grâce à Alibaba. Tu fais référence au portail ? Oui, tout à fait. Moi, je pense que ça a avorté parce que... D'abord, encore merci pour cette question, parce que là, tu touches à un truc de passion. Je vais faire une réponse un tout petit peu alambiquée, mais pour reprendre la façon dont l'information a été gérée historiquement dans l'Internet, les portails, c'était la première façon de gérer. Et les portails, c'était de la curation, mais c'était de la curation dictatoriale. C'est-à-dire très peu de personnes choisissaient pour beaucoup. Après, il y a eu les moteurs de recherche, c'est des robots qui ont décidé, puis après, il y a eu les médias sociaux, c'est parce que t'es copain avec la cousine de ma voisine qui connaît le copain du voisin, que tu reçois quelque chose qui qualifie absolument pas ce que tu as reçu, mais bon, c'est une façon moins robotique de recevoir. Donc il y a ces 3 façons, historiquement. Les portails, les robots, les réseaux sociaux, les connexions sociales. Le portail, c'était très bien, sauf que ça tue toute la notion de longue traîne. Parce que tu as un dictateur qui doit décider pour tout le monde, et tout le monde, on arrive à faire la même chose. Et c'était super pratique. Mais aujourd'hui, ça marche plus. Sur un portail, tu vas faire quoi? Tu vas faire finance, sport, météo, c'est super intéressant. Je sais pas quelle est ta passion. Moi, j'ai, par exemple, 2 passions sur lesquelles soit je lis de la curation, soit j'en fais. Un, c'est le violon, mais le violon acoustique dans le jazz oriental. C'est un peu niche. Et l'autre, c'est le jeu de Go. Donc, il n'y a aucun portail au monde où tu vas trouver ça. Par contre, on a des curateurs de malades, on a des professionnels qui viennent faire ça. Et donc, la réponse, nous, qu'on apporte à Yahoo, c'est qu'on ne fait pas de la curation, on fait de la curation sociale. C'est-à-dire qu'on donne les clés aux experts pour faire de la curation. C'est pas nous qui la faisons. Nous, on fabrique la plateforme et on dit aux gens, venez, faites de la curation. Ils peuvent venir gratuitement si
Ils ont des besoins business, ils payent pour avoir des petits trucs en plus. Mais l'idée, c'est vraiment de donner les clés pour le faire et non pas de le faire à la place des gens. Ils avaient essayé pendant un moment de faire une discussion, par exemple, Yahoo Finance. C'était un robot, je des crois. messages, etc. Et ils ont totalement oublié après. Ouais, Moi, j'aime bien Scoopy. c'est vrai, cool, merci. C'est quand même mieux qu'Yahoo. Largement. Encore que bon, d'un point de vue CEO, légère préférence pour Yahoo. Là-dedans, qu'est-ce que tu vois comme place pour Quora? Alors, nous, on a une façon de découper l'Internet en fonction de comment tu cherches les choses. Donc, les médias sociaux, on a compris, c'est les connexions sociales. Les moteurs de recherche, on a compris. Ça, c'est la première couche pour trouver l'Internet. Et derrière, il y a des façons plus verticalisées, plus tranchées. Par exemple, tu cherches une présentation, tu vas chez SlideShare. Tu cherches une vidéo, tu vas où tu veux. Donc, pour nous, Quora, c'est le format. Ce que tu cherches, c'est une question ou c'est une réponse. Qui a quelque chose de commun avec nous, c'est qu'ils sont focalisés, ou ils essaient de se focaliser sur les choses sérieuses, professionnelles, des experts. Donc il y a une notion de thought leadership derrière, qui est totalement cohérente avec celle de la curation. Et par contre, tu as un format. Quand tu fais de la curation, tu peux t'engager dans une réponse, mais pas forcément. Tu peux par exemple mettre la vidéo de quelqu'un d'autre, ou le slideshare de quelqu'un d'autre, ou un forum que tu as trouvé ailleurs. Et donc nous, on est focalisé sur des thèmes. Donc la curation, c'est vraiment par thème. On ne peut pas être curateur d'un truc large, il faut être un truc précis. Le violon acoustique dans le jazz oriental, c'est un peu large, il faudrait que je pense à affiner un peu. Et donc ça, c'est commun avec Quora. Les questions sont précises, elles sont professionnelles, mais Quora, tu as un format. Alors que si tu viens poser une question, si tu fais une recherche, je sais pas, la question que tu veux poser sur Quora, c'est quelles sont les bonnes entreprises de services pour accompagner en B2B le développement durable. Tu poses cette question, tu vas trouver des gens qui vont répondre. Si tu fais la même recherche sur Scoopit, tu vas trouver non pas une réponse à cette question précisément, mais une collection de contenus multi-formats, donc ça peut être des sites web, ça peut être des blogs, ça peut être des tweets, ça peut être des slideshares, des vidéos, des photos, whatever, qui correspondent à ta requête, et toi tu vas te faire ton opinion en lisant ça comme un média. Mais l'autre différence avec Quora, c'est que leur fondateur est beaucoup plus riche. C'est pas forcément une bonne chose tout le temps. Regardez où. Le fait est, si on avait eu moins d'argent dans le budget, on aurait pu voter plus vite. Ouais. Ça, c'est Je suis pas en train de reprocher à mes VC de m'avoir donné de l'argent. On parlera pas du tour suivant, comment ça peut se passer. C'est une autre question. J'étais ce matin chez Pinterest et ils nous expliquaient que 98% du contenu est en fait du contenu curé, qui est déjà existant, et seulement 2% est créé par les utilisateurs. Mais tu parles du problème du sachant, enfin en disant que bon, c'est Wikipédia, c'est Google, mais est-ce que s'il n'y a plus de valeur, bon, en gros, est-ce que si on rémunère plus sachant, est-ce que ça ne va pas disparaître? Est-ce qu'on ne va pas finir par tourner en monde rond où plus personne ne crée de contenu, on se repasse le contenu les uns les autres? Mathématiquement, oui. Il y a un vrai sujet sur où va le site de l'information. Quand il n'y aura plus de sang frais, quand il n'y aura plus de créateurs, ça ne servira à rien de le remixer dans tous les sens. Et aujourd'hui, on est dans une logique qui est loin d'être celle-là. Tu peux citer des blogueurs célèbres, tu peux citer des écrivains célèbres, tu ne peux pas encore facilement citer des curateurs célèbres. Donc on est dans une logique où on a vraiment un besoin monstrueux, on a besoin de dizaines de millions de curateurs pour organiser ce web. Si on ne le fait pas, c'est Google qui s'en charge. Et avec tout le respect que j'ai pour Google, Google me montre 0,1% d'Internet. La longue traîne, personne ne va dans la page 3. Le meilleur endroit pour se cacher, c'est la deuxième page de Google. Ou la première de Bing. Et donc la longue traîne est morte. La promesse de l'Internet ouvert, c'était la longue traîne. C'est que tout le monde pourrait s'exprimer sur ces sujets de niche. Et le fait est, c'est que ça n'existe pas. On trouve tous les mêmes contenus, que ce soit via les médias sociaux, une bonne vidéo d'un chanteur pop coréen, paf, 1 milliard de vues. Sur Google, on ne lit jamais la page 2. Donc ça, c'est juste un fait. Donc on a vraiment mortellement besoin que des êtres humains utilisent leur perspective perso, leur expertise, leur biais aussi, leur subjectivité, pour aller chercher ce fond de panier et le remettre en avant quand il y a des choses bien. Après, quand on aura 1 milliard d'individus qui font ça et plus personne qui écrit, on aura un problème. Et donc je ne pense pas que le modèle soit pérenne tel qu'il est. C'est une évolution, il y en aura 200 000 autres encore. Mais je pense qu'on est tranquille pendant un moment, tellement on a besoin d'aller racler ce fond de tiroir où il y a des contenus fabuleux qui n'ont jamais aucune audience. L'enjeu, c'est vraiment ça, quoi. Et toi, en tant que curateur, si tu vas les trouver, ces trucs-là, et que tu les mets en avant, ça t'a coûté beaucoup moins que de les créer.
mais ça va te rapporter quand même, parce que tu as fait l'effort d'aller les trouver, de les qualifier, de les mettre en avant, de les projeter devant une nouvelle scène. Et donc ça, c'est super vertueux. Pendant combien de temps, je n'ai pas d'idée. Deux questions. La première, c'est quel est le problème, comment tu adresses le problème que les gens ont à prendre du contenu et essayer d'être sur Google en question. Et deux, est-ce que ton site fait de la curation à l'international? Alors, la deuxième, c'est plus simple. L'international, c'est quoi? Oui, absolument. L'interface n'existe qu'en anglais, mais les moteurs qui sont sous-jacents sont dans toutes les langues que supporte le web. Y compris en termes d'écriture, donc on a des curations dans les pays arabophones, on a des curations en Chine. Incidemment, en Chine, on a des curations professionnelles de gens qui sont contents parce que Facebook n'existe pas, donc c'est rigolo. Et donc ça, c'est la question facile. La première, c'est une question de SEO. Voilà. Donc, les pages... Alors d'abord, quand tu fais de la curation, tu trouves du contenu, ensuite tu l'édites, tu rajoutes ta patte, et après tu le distribues. Donc la question du SEO se pose sur vers où tu le distribues. Certains curateurs ne vont distribuer par exemple que sur Facebook ou sur Twitter ou sur LinkedIn. Et là, il n'y a pas de sujet de SEO. Google ne va pas voir ces gens-là. D'accord ? Donc la question se pose uniquement quand tu envoies le contenu sur une page web. Donc dans Scoopit, nous, cette page web, on la donne. Donc tu peux envoyer le contenu sur ton blog si tu veux, mais on t'offre aussi une page web totalement customisable dans laquelle tu peux garder tous les contenus que tu as curés. Cette page, elle a techniquement de très bonnes performances SEO. Parce qu'elle répond aux critères officiels, donc c'est totalement white hat, totalement pas triché, de Google. Critères qui vont peut-être changer plus tard, mais les performances SEO varient dans le temps en fonction des updates. Mais ces critères sont d'abord, il faut une homogénéité sémantique. Un curateur cure, comme je disais, sur une niche, et à partir du moment où tu cures sur une niche, tout le contenu que tu mets est homogène. C'est vachement dur à faire sur un site. Parce que sur un site, souvent, tu vas parler de ta vie, ça, là, tu cures sur le développement durable ou l'architecture verte, il n'y aura que ça. Donc homogénéité sémantique, répétition de clés, ça c'est vachement bon. Deuxièmement, il faut des liens. C'est que des liens. Ah, ça tombe bien. Troisièmement, il faut du contenu original. Donc ça, c'est la question la plus cruciale. Donc, la curation, c'est du contenu original parce que deux choses. D'abord, on ne fait qu'un court extrait qu'on augmente d'un insight. Et deuxièmement, le contenu original d'une page est jugé par les robots sur l'intégralité de la page. Et donc, quand tu prends trois contenus différents et que tu les mets ensemble, en soi, ça fait un tout original. Donc, il n'y a pas ce problème-là. Quatrièmement, il y a une surcote qui est donnée au contenu partagé. C'est le fameux signal social, sujet à controverse de Google. Il se trouve que les gens qui font de la curation font en général pour partager. Et nous, on a 60% des contenus qui sont curés, qui sont immédiatement partagés. Donc tu récupères une page homogène, super dynamique, avec que des liens, du contenu original et beaucoup partagé. Ça, c'est canonique pour Google. Peut-être des gens qui savent le faire mieux, peut-être des gens qui savent le faire moins bien, peut-être que ça va changer dans les algorithmes futurs. Mais aujourd'hui, grâce à ça, on a un peu plus de 40% de notre trafic qui vient de Google et on n'a pas mis un centime en SEO. Merci. Quelle est la promesse en termes de vérification d'infos et comment ça se passe? Alors la promesse de la plateforme en vérification d'infos est nulle. Et comment ça se passe? C'est le rôle du curateur. La valeur ajoutée du curateur, c'est de décider de sa ligne éditoriale. Il n'a pas fait l'effort de création, mais il doit faire un effort par-dessus. Il doit rajouter de la valeur. Sinon, il n'est pas légitime. Il ne gagne pas ses galons juste en cliquant sur un Scoopit. Donc, quelle est la valeur qu'il veut rajouter? Il peut rajouter une valeur de critique, de contexte, de mise en perspective, de vérification, de ce qu'il veut. Certains curateurs ne rajoutent pas de valeur parce qu'ils trouvent que c'est pratique de cliquer et d'avoir un flux de données. Why not? Les bons, ceux qui s'engagent sur le long terme et qui finissent par briller, en général, ils vont un petit peu plus loin et s'ils veulent vérifier les sources, ils vérifient les sources. Nous, on ne fait pas ça. Donc, a priori, vous faites confiance aux diffuseurs? Nous, on fait confiance à personne. On est une plateforme. C'est le curateur qui décide du degré de confiance qu'il veut louer. Tout à fait, merci. Voilà. Vous n'avez jamais eu des problèmes justement sur des thèmes qui seraient extrêmement polémiques, je sais pas, les nazis ou ce genre de choses? Si, absolument. Donc là, à cet égard, on est considéré d'un point de vue juridique comme une plateforme d'hébergement. Donc on est soumise aux mêmes obligations. La première, c'est... En France alors ou ici? Ici, la boîte américaine, mais les règles existent de côté. C'est pas les mêmes règles, mais elles existent de côté. Donc il y a deux types de règles. Il y a les règles par rapport au contenu inapproprié. Donc incitation à la haine, racisme, pornographie, etc. Ça en vire dès qu'on le détecte. Voilà. Et l'autre chose, c'est les copyrights. Et
Donc là, la loi qui est utilisée, c'est la loi de la courte citation, du thumbnail pour la photo, et du fair use, de tous ces usages-là. Donc quelqu'un techniquement sur la plateforme pourrait copier un texte entier, ça serait un copyright infringement, et on aurait un problème. Deuxièmement, il peut copier un texte ou créer un texte qui est inapproprié, parce que pornographique ou quoi, et on a aussi un problème. Notre obligation en tant que plateforme, c'est de les virer. C'est le takedown, et donc ça on le fait. Et on a un moyen pour tout le monde de flaguer si c'est pas correct. Et quand on reçoit une demande, si c'est un contenu qu'on juge pas correct, on le vire sans demander. Et si c'est un copyright infringement, on appelle le curateur, on lui dit là, tu as utilisé quelque chose que quelqu'un ne veut pas, donc tu l'enlèves. Et ça se passe très bien. En fait, on a, comme toute plateforme d'hébergement, on a des plaintes. Le truc qui est très intéressant, c'est qu'on a des gens qui se plaignent, qui disent « tu as utilisé mon contenu, il faut que tu l'enlèves ». On le fait. Et pour un qui fait ça, on en a entre 50 et 60 qui nous disent hey, « j'ai vu que tu avais le contenu du copain, est-ce que tu peux mettre le mien ?» Donc en fait, le bon curateur crée un goodwill énorme. Il fait un bon média, tout le monde va être dedans. Alors au début, les gens râlent un peu. Un curateur pas célèbre qui va utiliser le contenu d'un mec célèbre, le mec célèbre va se plaindre. Mais si jamais c'est Robert Scoble qui vient et qui cure ton article, tu te mets à genoux par terre. Donc voilà, c'est une question de... Quand on fait du bon... Les curateurs font du bon boulot, ils deviennent des points névralgiques sur leur thème, leurs valeurs. Et là, ils ont du goodwill. Les gens veulent suggérer du goodwill. Maintenant, nous, on est, en tant que plateforme d'hébergement, dans l'obligation du takedown de ce qu'on fait. La dernière question. C'est une question que le site il est là. C'est juste une information. Sérieux ? Essayez d'aller sur le... T'es sûr que c'est pas ta connexion? Non, je voulais regarder le business model en fait. Il est où le site? Qui c'est qui m'a pris le site? Non, le business model, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le... Ouais, donc... Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie valeur à constituer sur ce site autour d'une thématique donnée pendant des heures. Il y a les articles, les différents éléments. Et du coup, qui paye? Et est-ce qu'on peut être rémunéré finalement si on a cette valeur? Alors c'est un outil SaaS B2B. C'est-à-dire qu'on loue la plateforme aux entreprises, et quand les entreprises payent, elles obtiennent des fonctions supplémentaires que les autres n'ont pas. Telles la customisation des pages jusqu'au white label, des analytics, davantage de quantité sur à peu près toutes les métriques qui existent, nombre de topics, nombre de scoops, nombre de médias sociaux, etc. La possibilité de travailler en équipe, l'accès à une API qui leur permet d'intégrer dans le site, de scheduling des posts. Donc on a tout un ensemble de fonctions qui sont des vraies fonctions de content marketing. Donc les entreprises elles rentrent dans une logique de dire je vais pas simplement m'amuser à collecter quelques contenus, mais je vais intégrer la curation dans ma ligne éditoriale, dans ma stratégie de contenu. Ben, il y a besoin d'outils supplémentaires, et ces outils sont payants, et il y a plusieurs degrés de paiement en fonction des fonctions qu'on libère. On fait à peu près la moitié de nos revenus sur des abonnements mensuels en ligne, donc des gens qui viennent, on les connaît pas, ils mettent leur carte de crédit, voilà. Et l'autre moitié, c'est des appels entrants de boîtes plus grandes qui demandent des choses un peu plus ad hoc. Auquel cas, on ne fait pas des trucs au mois, mais on fait plutôt des trucs à l'année, un petit peu plus substantiels. On a même une version privée, white label, qu'on livre en entreprise pour faire de la curation sociale à l'intérieur de l'entreprise, pour faire du knowledge management, ou du thought leadership dans l'entreprise. Donc ça marche pas mal aussi. Donc nous, on est sur une logique de louer l'accès à la plateforme. Si je suis un expert dans un domaine particulier, je dois payer ce prix pour avoir accès... Voilà, on est un outil. On ne s'insère pas dans la chaîne du contenu. On ne sait pas quel est le contenu qui passe, on le touche pas, on le paye pas, on le rémunère pas, on ne se fait pas payer dessus non plus, on ne met pas de pub dans le contenu. Et c'est vraiment un outil comme tu peux avoir un outil un Hootsuite ou n'importe quoi qui t'aide en fait dans la démarche, dans l'organisation, dans la professionnalisation de l'acte de curation. On t'aide à trouver, on t'aide à mettre en forme, on t'aide à utiliser, donc tu gagnes du temps. Il se trouve qu'en plus, on te donne un avantage de communauté, parce qu'on a 1 million de personnes qui curent, tu peux te connecter avec les experts, tu peux gagner en SEO, etc. Donc il y a pas mal d'avantages à la marge, mais on ne se positionne pas sur le contenu, on se positionne sur la plateforme. On va arrêter là, je crois. Merci beaucoup. Je crois qu'on a tous beaucoup appris. Je ne l'ai pas oublié. Enfin, François l'a pas oublié. Ah non. On va te remettre une œuvre d'art dont tu rêvais. Sérieux? Oh, j'en rêvais. Mais je sais. Regarde. On l'a fait. Voilà.
Tu en rêvais, on l'a fait pour toi. Non mais sérieusement, quoi, C'est sérieusement. fantastique. Regarde. J'avais 2 fantasmes dans ma vie, moi, c'est de naître à Villemomble et d'avoir le tombstone de BFM. Merci, c'est super sympa. Merci beaucoup tout le monde. Avec plaisir, merci d'être venu. Notre prochain événement, je le rappelle, notre prochain événement sera un peu spécial, les 20 ans, $20. Je ne peux pas attendre pour les 50 ans, pour des raisons évidentes. Donc on va faire les 20 ans d'abord. Donc merci d'être venu ce soir, vous pouvez rester encore un peu bien sûr, et dans un mois. Merci.